Après avoir prié pour être réincarné dans un monde fantastique par pur ennui, notre protagoniste surpuissant, Cathal, se retrouve à jouer les nounous pour un groupe de barbares décérébrés dans un désert de glace si mortel que même un empereur conquérant en avait averti son peuple. Le désert des neiges grouille de monstres dignes de boss de raid, comme des serpents mangeurs de glaciers et des rats pestiférés. Mais pour le moment, Cathal regarde simplement son coéquipier chauve, Greta, et une fille aux cuisses épaisses manger tranquillement un énorme scorpion venimeux qu'ils viennent de tuer. Cathal les avait prévenus il y a une semaine que c'était toxique, mais ils ont pris ça pour un noble défi, jusqu'à ce que Greta se mette à écumer et s'effondre, pendant que la fille essaie littéralement de le réveiller à coups de gifle. Cathal soupire, regrettant amèrement ses choix de vie, car sur Terre, il était un explorateur de l'extrême qui escaladait les plus hautes montagnes et atteignait le pôle sud, pour finalement s'ennuyer et prier pour une aventure magique qui l'a fait atterrir dans cet enfer enneigé. Pendant ce temps, une caravane marchande avance péniblement dans le même blizzard aveuglant. Les gardes de l'escorte, frigorifiés, regrettent sérieusement d'avoir accepté ce travail malgré la prime colossale. À l'intérieur de la calèche, une noble au cœur tendre et aux cheveux bleus nommée Melina Akasha demande à son majordome à la moustache épaisse s'ils peuvent laisser entrer les gardes glacés. Le majordome refuse catégoriquement, lui rappelant qu'ils ont besoin de guetteurs pour repérer les monstres et les barbares mythiques qui ont jadis brisé la santé mentale d'un empereur conquérant. Le majordome pense que ces barbares ne sont que des contes de bonnes femmes. Mais au même instant, le capitaine de l'escorte aperçoit une silhouette humanoïde aux cheveux blancs et couverte de cicatrices sortir de l'épais brouillard. Tout le monde se prépare au pire. Mais au lieu d'attaquer, Cathal se contente de sourire, tuant instantanément l'ambiance terrifiante. Il se présente comme le barbare gris, explique qu'il faisait juste une promenade pour fuir ses idiots de coéquipiers, et propose tout naturellement de les escorter à travers le désert en tant que mercenaires. Le capitaine est complètement stupéfait, pensant que les barbares étaient de pures créatures hostiles. Mais Cathal fait sèchement remarquer que s'il les voulait morts, ils le seraient déjà. Le capitaine transmet le message à Melina, admettant qu'ils n'ont absolument aucune chance de gagner un combat contre ce type, alors elle accepte de l'engager. Ravi d'avoir enfin un nouveau travail, Cathal passe nonchalamment devant les gardes terrifiés pour négocier avec la VIP en face à face, donnant presque une crise cardiaque au pauvre vieux majordome alors que Melina l'invite nerveusement dans la calèche. La situation est ridiculement tendue, et notre protagoniste assis dans la calèche demande au vieil homme de se calmer un peu puisqu'il n'a aucune intention de lui faire du mal, même s'ils sont serrés l'un contre l'autre dans l'habitacle. La jeune demoiselle de la famille Akasha est partagée entre la tension et l'émerveillement de voir un barbare tout droit sorti d'une légende, mais elle mène la conversation malgré tout, en restant très polie. Le héros trouve étrange qu'il fasse si chaud dans la calèche bien que ce soit un espace clos, et la jeune fille lui répond simplement que c'est de la magie. Cathal ne semble pas très habitué à la magie, mais laisse couler et les prévient que ces terres désolées sont dangereuses. Et qu'avec les faibles petits gardes qu'ils ont, ils n'arriveront jamais à traverser. Le barbare promet de les protéger à une condition. Quand Melina demande ce qu'il veut, l'homme répond qu'il veut des connaissances sur le monde au-delà de ce désert blanc. Finalement, ce que notre héros désire le plus, c'est le savoir. La fille aux cheveux bleus confirme ses dires. Et honnêtement, cela ne semble pas être un mauvais accord. Non pas qu'elle ait le moindre pouvoir de refuser ou de négocier, alors la jeune fille accepte tout simplement. Cela étant réglé, Melina se présente, et le barbare se présente également sous le nom de Cathal. Dans sa vie antérieure, il a toujours adoré les mondes fantastiques. Sauf que maintenant, il est un barbare dans un monde enneigé et hostile. Pas grand-chose à faire d'autre que chasser et survivre du mieux qu'il peut. Il fait ça depuis si longtemps maintenant qu'il ne sait même plus depuis combien de temps il essaie de fuir cet endroit, si ce n'est qu'une barrière invisible l'empêchait d'avancer. Notre protagoniste comprend le message qu'il ne peut quitter le désert de neige qu'en accomplissant une quête. Le héros sur le retour songeait presque à tout abandonner lorsqu'il a remarqué que des gens commençaient à venir d'eux-mêmes dans cet endroit horrible. Grâce à cela, Cathal a réalisé que dans ce monde fantastique, il y avait bien plus que ces terres gelées. Cette découverte a ravivé le moral du protagoniste, et il a cessé de simplement survivre, enchaînant les quêtes pour s'échapper de ces abysses. Notre héros a même essayé d'obtenir plus d'informations auparavant, mais jusqu'à présent, tout le monde pleurnichait, attaquait ou devenait fou à la vue d'un barbare. Cette fois, il pourra au moins avoir une conversation normale avec quelqu'un. Cathal remarque que la caravane transporte des armes, ce qui surprend Melina. L'homme a entendu le cliquetis métallique des chariots et veut savoir si cela signifie qu'une guerre fait rage dans le monde à l'extérieur de ce désert. Concrètement, une guerre oppose l'Empire et le Royaume. L'Empire gagne du terrain sur le Royaume malgré la résistance du héros et du maître d'épée qui protège les frontières. Notre héros est très intéressé par ces héros, et Melina découvre que l'homme ne sait absolument rien des mystères. La jeune fille explique que dans ce monde, il existe un pouvoir d'origine inconnue appelé le mystère, qui ne peut être utilisé ou ressenti que par quelques élus. Le mystère possède 5 rangs de puissance distincts. Ceux de la 3e catégorie peuvent seulement ressentir le mystère. Ceux de la 2e catégorie peuvent utiliser ce pouvoir, tandis que ceux de la 1re catégorie sont capables de le manifester sous forme de mana ou d'aura. Au-dessus de la 1re catégorie, on trouve les transcendants, comme le maître d'épée, capable de prouesses grandioses, et le rang le plus élevé, réservé à ceux qui peuvent influencer le monde lui-même, les héros.
La fille aux cheveux bleus explique que le simple fait de recevoir un titre de 3e catégorie est une preuve de puissance. Catal n'attend même pas qu'elle termine son explication et décide de demander à les rencontrer. Le barbare survit depuis si longtemps maintenant, piégé dans un environnement enneigé et désolé au milieu d'un monde qu'il ne peut toujours pas explorer. Que tout ce qu'il désire depuis sa renaissance, c'est de sortir de cette prison de glace. Sauf que bien plus que de le souhaiter, il va trouver une issue. C'est maintenant au tour de la jeune fille de poser des questions, et elle veut savoir si le jeune homme est vraiment un barbare, ce qu'il admet sans la moindre hésitation. Mélina explique qu'elle savait déjà que les barbares existaient grâce aux légendes, ce qui surprend beaucoup notre héros, et la jeune fille aussi, de voir qu'il ne connaissait même pas ces légendes. Après en avoir appris davantage sur la légende de l'empereur, notre protagoniste rit, car pour lui, ce type n'était qu'un parfait fou furieux. Mais il confirme que dans l'ensemble, la légende est exacte, puisqu'il a rencontré des gens de l'extérieur comme ça. Le barbare décide de demander pourquoi il transporte autant d'armes à travers la glace. Et la réponse est plutôt simple. Ils ont besoin de beaucoup d'argent parce que leur famille, autrefois de riches marchands prospères, croule aujourd'hui sous les dettes. Et ce voyage sert uniquement à empêcher la famille de sombrer complètement à cause des dettes. Ce n'est facile pour personne, mais Catal comprend un peu mieux la situation maintenant. Pour éponger ses dettes, la famille Akasha tente de vendre des armes au royaume en guerre contre l'Empire. La déduction du barbare était simple. Si l'Empire gagne, c'est qu'ils doivent avoir une plus grande armée et plus d'armes. Et puisque le royaume est en difficulté, leurs réserves doivent être faibles. La valeur des armes vendues atteindrait donc des sommets. D'autant plus si cette caravane est prête à prendre le risque de traverser ce territoire de glace. Le héros comprend également que s'ils doivent traverser le désert de neige, c'est qu'il n'y a aucun autre moyen d'acheminer ces armes sans passer par l'Empire. Un gars perspicace. Mélina trouve également le jeune homme bien trop intelligent pour un simple barbare et veut savoir qui il est. Mais avant qu'elle ne puisse poursuivre, la calèche s'arrête brusquement. Un cri attire l'attention de tous ceux qui discutaient à l'intérieur, et notre protagoniste reconnaît qu'ils ont de la compagnie. Une créature faite de boue se dresse devant les gardes. Tout le monde est terrifié par cette vision, et l'héritière marchande reconnaît la bête comme étant un slim noir. Notre protagoniste demande si c'est vraiment le nom de la créature, et il semble que oui, c'est un monstre répertorié. Les archives ont été rédigées par des guerriers qui ont réussi à survivre et à revenir du territoire enneigé, et le slim noir est celui qui apparaît le plus souvent dans ces récits. La jeune fille demande si le barbare sait quelque chose sur le monstre, et le jeune homme répond que oui, et que ce slim noir est d'ailleurs tout à fait comestible et constitue un bon petit encas. Mélina ne sait que faire de cette information, et Catal, essayant d'aider, propose d'en attraper un si ça lui dit d'y goûter. À l'extérieur, la situation dégénère alors que le slim noir avance sur les gardes de la caravane, tous terrifiés. L'héritière marchande a même essayé d'attirer l'attention de Catal pour qu'il aide, mais le barbare n'a pas l'air de vouloir bouger. Il explique qu'il a passé un contrat avec elle, celui de protéger leur vie pendant la traversée, mais il ne considère pas ce monstre comme un réel danger. Il ne lèvera pas le petit doigt puisque les gardes peuvent s'en charger. En plus de ça, Catal veut évaluer le niveau de force des gens de l'extérieur du glacier. Pendant ce temps, à l'extérieur, le slim avance furieusement. Le capitaine ordonne au porteur de bouclier d'avancer. Son bouclier en position, le jeune homme tente de retenir la charge du slim noir, qui par sa force le repousse de quelques pas avant de finalement le balayer au loin comme s'il n'était rien. Un autre homme bondit, hache en main, prêt à attaquer. Mais il est lui aussi projeté au loin sans sa hache, sans même représenter un défi pour le monstre qui pousse un rugissement puissant pour montrer de quel bois il se chauffe. Le capitaine prévient ses hommes qu'un slim noir ne se déplace qu'en ligne droite et ordonne à tout le monde de se disperser pour coordonner l'attaque. Personne ne perd de temps et ils s'organisent sur le champ, prêts à passer à l'attaque. Avec un plan d'action bien établi, les gardes avancent tout autour. Le soldat armé d'une lance bondit par-dessus le slim et attaque d'une coupe diagonale. La créature s'irrite, mais le garçon nain n'a pas fini et termine son attaque en lançant son arme, qui transperce le monstre et le fait se tordre de douleur. Une aura verte recouvrant son corps, le capitaine avance en ordonnant à ses hommes de ne pas cesser l'attaque. La lame étincelante de l'homme tranche la créature, qui commence déjà à se régénérer. Les attaques normales ne serviront à rien. Le slim noir possède un noyau à l'intérieur de son corps, et c'est ce qu'il faut cibler. Avec des mouvements d'épée précis, le capitaine des gardes transperce la créature et brise son noyau. Le monstre tombe en morceaux, prouvant que le barbare avait raison. Les gardes de la caravane célèbrent leur victoire avec enthousiasme. Pendant que tout le monde fait la fête, notre héros reste planté là à observer l'agitation, car les gardes ne vont pas avoir la paix tout de suite. Ils ont à peine fini d'abattre le slim qu'un loup des neiges fait déjà son apparition. Dès qu'ils repèrent le loup, les gardes visent son cou, et il ne leur faut pas longtemps avant de tuer la créature. Maintenant, leur confiance crève le plafond, et ils se disent que le désert de glace n'est pas si terrible, sauf que le capitaine a encore toute sa tête et leur dit de ne pas baisser leur garde puisqu'ils n'ont même pas fait la moitié du voyage. Puisque les monstres légendaires n'avaient pas encore l'air d'être une si grande menace. L'un des hommes commence à demander si le barbare est aussi fort que dans les légendes, le traitant même de parasite. Comme si cela ne suffisait pas, ils affirment qu'ils devraient au moins tester notre héros. Alors, peu de temps après, Mélina et les autres à l'intérieur de la calèche reçoivent la visite des gardes.
Les gardes se plaignent de donner tout ce qu'ils ont pour la mission à cause du contrat. Et la jeune femme aux cheveux bleus les remercie pour leurs efforts, car beaucoup de gens ont fui rien qu'en entendant parler de ce travail. Sauf que le problème de ces hommes est tout autre. Ils sont contrariés que, jusqu'à présent, le barbare n'ait pas levé le petit doigt pour aider, et ils demandent la permission de vérifier si le jeune homme mérite vraiment tout ce traitement de faveur. Mélina demande quel genre de test ils ont en tête. Le chef des gardes s'excuse et dit qu'il a même essayé de les arrêter, mais que ça n'a pas vraiment marché. Catal est emballé. Il dit que ça ne le dérange pas qu'il teste ses capacités, mais que ce n'est pas le moment, car encore plus d'ennemis approchent. À cet instant précis, avec une voix sinistre et une aura oppressante, le monstre déclare que les faibles mortels étrangers sont arrivés et qu'il va savourer ce petit encas spécial. La créature est un serpent géant qui joue avec les gardes comme s'il était du bétail prêt pour l'abattoir. Semant la terreur parmi tous les étrangers présents, il prend de grands airs en disant que leur peur est un simple assaisonnement. Au milieu de tout ce chaos, notre héros décide de s'imposer en disant au serpent de dégager, qu'ils sont sous sa protection. Le serpent blanc demande si le barbare a oublié les lois qui régissent ces terres glacées. L'homme lui répond que ça ne la regarde pas, mais le serpent réplique que ça ne marche pas comme ça. Se dressant hors de la glace, l'animal hurle qu'il est le grand serpent, celui qui porte la promesse d'immortalité, et qu'il est bien supérieur au barbare. Mais comme notre héros n'a pas tous ses muscles pour rien, il fonce dans le tas et décoche un lourd coup de poing à la créature, qui en ressent l'impact instantanément. Et bon sang, d'un seul coup, la bête vole en éclats dans une explosion, forçant tout le monde à se protéger de l'impact. Quand la poussière retombe, le serpent gît là, complètement assommé. Dans une pose triomphante, Catal fait savoir à Mélina qu'il va d'abord s'occuper de ce bazar. D'un puissant saut sonique, l'homme se propulse en avant, préparant un autre coup de poing qui provoque une explosion colossale à l'impact. Après cette démonstration de force, il n'y a plus aucun doute sur la puissance du barbare. Les soldats demandent pardon, mais notre héros dit que ce n'est rien. C'est normal de se méfier d'un étranger. Sur ce, la caravane poursuit son voyage. Le majordome est mort de froid. Mais à l'intérieur de la calèche, le barbare dit qu'à en juger par ses vêtements et sa façon de parler, la jeune marchande ne semble pas être une simple représentante ordinaire de la famille, et il veut savoir pourquoi quelqu'un comme elle voyagerait et prendrait un tel risque. Mélina s'explique, en gros, elle est la fille aînée de la concubine du chef de la famille Akasha. Sa mère était le fruit d'un mariage politique, elle a donc été négligée et n'avait aucune influence dans la famille. Au fond, elles étaient traitées comme des domestiques. C'est pourquoi la fille s'est portée volontaire pour cette mission, car même si c'est un voyage risqué, elle sentait qu'elle devait montrer l'exemple. Notre protagoniste admet que Mélina est vraiment intelligente, mais qu'elle est aussi ambitieuse. Sauf qu'au moment où la fille allait répondre, ils sont une fois de plus interrompus par une annonce. Ils avaient atteint la fin de leur périple à travers les terres glacées. Devant eux, la glace se dissipait pour laisser place à de l'herbe. Mélina remercie Catal pour son aide et demande comment ils vont faire pour rentrer. Concrètement, sans armes à transporter, ils peuvent tout à fait rentrer par le territoire de l'Empire. Mais avant de se séparer, la fille a encore quelques questions pour le barbare. Elle veut savoir ce que l'homme voulait dire en la traitant d'ambitieuse et de maligne. Catal répond simplement qu'il pensait exactement ce qu'il a dit, vu sa situation familiale, même en étant la fille d'une concubine. Elle a décidé de prendre les rênes pendant que tous les autres sombraient. À cause de cela, les domestiques de la famille finiront par décider de la soutenir et de la suivre, elle qui va probablement prendre le contrôle. Catal veut savoir s'il s'est trompé dans sa déduction, et à en juger par l'expression de la fille, non. Il ne s'était pas trompé. Une enfant illégitime qui prend des risques pour hériter du nom de famille, ça n'a rien de nouveau. De son côté, la fille est impressionnée par l'intelligence du barbare, mais aussi par sa puissance. C'est pourquoi elle demande à l'homme s'il a déjà songé à quitter ses champs de neige et s'il aimerait se joindre à elle. Notre protagoniste décline pour l'instant, expliquant qu'il a encore des affaires à régler. Et puisque c'est le cas, Mélina lui tend un collier, en lui expliquant que s'il quitte un jour les terres enneigées pour explorer le monde, il pourra chercher sa famille. Le jeune homme ne refuse pas un cadeau, il l'accepte donc. Les adieux sont même chaleureux, chacun montrant du respect envers l'autre. Mais il est temps de partir, alors notre héros regarde la caravane s'éloigner au loin. 5 années se sont écoulées après cet événement, jusqu'à ce que le héros accomplisse enfin toutes les quêtes nécessaires pour quitter les terres glacées. À présent, pour la première fois, ce barbare est tout excité car il peut traverser la barrière invisible et découvrir le monde. Sentir la brise, l'odeur de l'herbe, le parfum de la terre mouillée et bien d'autres senteurs qu'il n'avait jamais pu sentir dans ces terres enneigées. Alors, avant de partir pour de bon, notre héros se tourne vers le territoire d'où il vient et dit à cet endroit glacial et oublié d'aller se faire voir. Le monde fantastique dont le protagoniste a toujours rêvé est enfin à sa portée. Maintenant, il veut profiter de ce monde d'épée et de magie, d'elfes et de dragons. Le désir qui a maintenu Catal en vie tout ce temps était de découvrir ce monde. Le barbare aperçoit une lueur au loin provenant d'un lieu où se rassemblent des miracles, ce qui pourrait très bien être un village. De retour dans les terres enneigées, Arguet avait bien essayé d'apprendre aux autres barbares la nécessité d'avoir un abri, mais ce n'étaient pas exactement les êtres les plus brillants de ce monde. Pour cette raison et bien d'autres, les villes et villages humains manquaient à Catal.
Le jeune homme répétait ce qu'il devait dire et comment se comporter à son arrivée au village. Un peu plus loin, un vieil elfe attire l'attention des autres, déclarant que cet endroit serait désormais leur nouveau foyer et demande à tout le monde de défaire leurs bagages sur le champ. Une petite elfe rousse va parler à l'ancien pour savoir si l'endroit est vraiment sûr, et le vieil homme le lui confirme. Le territoire est très isolé, et les humains ne s'aventurent généralement pas aussi loin. Sauf que ce qui inquiète la petite rousse, c'est que des monstres des terres glacées puissent envahir les lieux, vu qu'ils sont très proches. L'ancien explique qu'il n'y a aucun problème. Rien ne quitte les plaines enneigées, et ils ont également érigé une barrière autour du village pour le cacher. La barrière a été conçue avec une magie de pointe pour que les elfes soient en sécurité. Et même si des monstres devaient se pointer, ils avaient la reine. Et peu importe les monstres qui existent, ils ne pourront jamais atteindre la reine. Catal touchait la barrière invisible et aurait juré qu'il y avait quelque chose qu'il venait de déchirer par accident. Mais comme il ne parvenait pas à l'identifier, il a continué à marcher jusqu'à croiser une enfant elfe qui semblait perdue. Le jeune homme s'est emballé en voyant une elfe, puisque les elfes sont la race la plus emblématique des mondes fantastiques, et il ne s'attendait pas à avoir la chance d'en trouver une si vite. Sauf que pendant que le jeune homme était émerveillé, la fille était perdue et inquiète, jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et que son cœur s'arrête un instant. Le barbare essaie même de se montrer amical, mais sa présence imposante, sa taille et son manque de tact n'aident pas vraiment. Et prise de panique, la pauvre petite elfe s'évanouit de peur. Un peu de temps s'écoule, et l'on voit Catal prendre soin de la petite. L'homme est assez inquiet. Il a à peine eu le temps de lui parler qu'elle a déjà tourné de l'œil. Il se dit donc qu'il devrait la ramener au village. Dans l'esprit du jeune homme, s'il la ramène, les elfes l'accueilleront très chaleureusement, car ce sont de bonnes créatures dans la plupart des cultures. Alors il porte la fillette dans ses bras jusqu'au bout, sauf que la réalité ne s'est pas passée ainsi. Tout le monde était furieux ou terrifié, voulant savoir comment il avait franchi la barrière et pensant qu'il l'avait kidnappé. L'ancien est le plus surpris que quelqu'un ait pu arriver jusque-là malgré la barrière, mais on l'avertit qu'elle a été déchirée. Catal essaie d'expliquer qu'il n'est pas un ennemi, mais la tension est à son comble. La tête de l'ancien tourne à plein régime lui aussi, s'imaginant qu'on les a traqués. Pour le vieil homme, cette barrière à la magie de pointe signifie que les humains sont venus préparés à en finir avec lui. Ce malentendu perturbe aussi notre héros, qui ne voulait pas du tout passer pour un ravisseur. Tandis qu'il réfléchit à la façon d'arranger tout ça, la fillette commence à se réveiller. Quand elle ouvre lentement ses petits yeux, le barbare la pose par terre et lui dit de retourner vers les siens. Sauf que du point de vue de la petite fille, notre protagoniste est extrêmement effrayant. Donc, au lieu d'aider à dissiper le malentendu, la petite fille s'enfuit en pleurant, terrifiée, dans les bras de sa mère. Catal est sous le choc d'être aussi effrayant. Dans sa tête, il était un gars plutôt facile à vivre. Profitant du fait qu'il a rendu la fillette, le jeune homme pense au moins pouvoir résoudre le malentendu. Mais l'ancien leur ordonne d'attaquer maintenant qu'il n'y a plus d'otages. Sans attendre, les archers elfes tirent directement sur notre pauvre héros. Le protagoniste est désabusé. Les elfes sont plus sauvages que prévu. Ils s'attendaient à un peuple pacifique en communion avec la nature. Mais pour eux, ce ne sont rien d'autre que des sauvages qui suivent la loi du plus fort. Pendant que le jeune homme reste là à y penser, les flèches rebondissent sur lui comme des mouches, sans même le chatouiller. Malgré cela, personne n'arrête d'attaquer. L'entêtement bat son plein. Agacé, Catal tape dans ses mains et crée une onde de choc violette surpuissante. L'impact et la puissance terrifient les elfes, abattant des arbres, projetant les archers dans les airs et causant d'énormes destructions visibles de très loin dans la forêt. L'ancien n'y comprend rien. Sauf que maintenant qu'il a enfin capté l'attention de tout le monde, Catal peut enfin expliquer qu'il vient en paix. Sauf que comme les malentendus s'accumulent dans la vie du barbare, une flèche enflammée tel un phénix le frappe, explosant en flammes à l'impact. Celle qui a tiré cette flèche n'est autre que la reine des elfes elle-même. L'héroïne du clan des feuilles, Marcelia, débarque déjà en voulant savoir ce qui se passe. L'ancien explique qu'un humain a attaqué le village. Sur ce, la reine répond que cet endroit n'est donc plus aussi sûr. Au milieu de la fumée, notre héros est pour une fois indemne, et il supplie pour l'amour de Dieu que quelqu'un s'arrête et écoute ce qu'il a à dire. Tout le monde est terrifié de voir qu'il a survécu à une attaque de la reine en personne. Elle tire des conclusions hâtives en disant qu'il est surprenant que quelqu'un d'aussi puissant s'en prenne à eux. Avec le regard dégoûté typique d'une elfe digne de Tolkien, elle qualifie les humains de répugnants. La reine se présente à notre héros et avertit le barbare en préparant son arc qu'elle va lui faire payer sa cupidité. À ce stade, Catal ne comprend même plus. Évidemment, tout le monde ici parle la même langue. Alors soit ils sont sourds, soit ils détestent vraiment les humains. Pour notre héros, il ne reste plus qu'à utiliser ce qu'il a appris dans les terres gelées. S'il réussit à placer un coup, ils seront obligés de l'écouter. Pendant ce temps, l'écoute étant apparemment une compétence très complexe, la reine prépare une flèche spéciale et se concentre sur le barbare envahisseur, pour finalement décocher une flèche surpuissante qui prend la forme et l'aura d'une bête. Sauf qu'à la manière de cet amas, Catal prépare un coup de poing qui, non seulement frappe directement, mais commence aussi à rediriger l'attaque. La puissance de la flèche est renvoyée sur la reine. À en juger par son visage, il ne voulait pas frapper aussi fort, mais il est trop tard. La reine est complètement aplatie au sol. Catal ne sait vraiment pas jauger sa propre force, ce qui est plus que suffisant pour terrifier la reine,
qui reconnaît déjà la puissance du garçon comme celle de quelqu'un au-delà du niveau transcendantal. Complètement terrifiée, la reine ordonne à tout le monde de fuir. Et malgré les protestations de son peuple, elle leur dit simplement de s'enfuir loin d'ici. Alors que tout le monde fuit dans une panique générale, la reine reconnaît la force du protagoniste, affirmant que quel que soit son but, il n'y parviendra pas. Le pauvre Catal se fait juste couper la parole et ignorer, incapable de prononcer un mot. Déterminée à vaincre ce puissant ennemi, la reine des elfes commence à invoquer une entité mystique de pure flamme. Elle lance une boule de feu en l'air, Dohun et Pietro, un taureau enflammé. Le barbare est émerveillé par cette invocation. Pour Catal, les bêtes du désert glacé étaient grotesques, mais un bœuf aux cornes enflammées, c'est une toute autre histoire. Pietro est vraiment un esprit digne d'un monde fantastique. La reine ordonne à Pietro d'anéantir notre héros. Le taureau se plaint d'être invoqué juste pour ça, mais la femme lui dit d'arrêter de se plaindre. Pietro est un esprit ancien et fier. La reine des elfes a eu bien du mal à l'invoquer avec son propre pouvoir. Pour passer un contrat avec la créature, elle a eu besoin de l'aide d'une autre tribu. Pietro demande s'il suffit de tuer le barbare pour rompre le contrat, sauf qu'en posant les yeux sur le protagoniste, il ressent une aura si menaçante qu'il en vient à se demander si l'homme ne serait-ce qu'humain. La vue du majestueux esprit de feu est un régal pour notre héros complètement sous le charme, mais tout change avec le mépris de l'esprit pour l'humanité. Pietro déclare qu'il va éliminer notre héros, le brûler vif, et ne même pas laisser de cendres derrière lui. L'esprit majestueux fonce à toute vitesse sur Catal, qui reste là comme un idiot, à analyser la situation. L'impact génère une explosion. Marcelia se protège de l'impact et est surprise en rouvrant les yeux de voir le barbare tenant l'esprit de flamme par la corne, d'une seule main. Catal est plus détendu en voyant que l'esprit a une forme bestiale, car il lui est ainsi plus facile de tabasser la créature. Marcelia a déjà compris que ça sent mauvais pour elle. Le héros décoche un coup de poing à l'esprit de feu qui fait trembler le sol et provoque une autre énorme explosion. Une détonation qui ravage la forêt et génère même de la lumière. L'impact est gigantesque, et la reine doit à nouveau se protéger. Tombée et vaincue, Marcelia est à bout d'espoir. Au milieu de toute cette destruction causée par un manque fondamental de capacité à dialoguer, notre héros reste debout, imposant. La reine des elfes supplie Catal d'épargner son peuple. L'homme peut enfin parler, affirmant qu'il n'est pas un ennemi des elfes, laissant Marcelia confuse. Après avoir discuté un moment, ce malentendu facilement évitable est enfin dissipé. L'elfe est convaincu que le jeune homme n'était pas un ennemi et s'excuse pour son erreur de jugement. Marcelia se sent sincèrement gênée d'avoir pris pour un ravisseur quelqu'un qui avait sauvé un enfant. Vu qu'elle a dit que les elfes fuyaient les humains ainsi, Catal comprend son point de vue, mais il n'est vraiment pas du côté des persécuteurs. En fait, c'est la toute première fois qu'il voit une elfe, puisqu'il n'y en a pas dans le désert glacé. En entendant cela, la fille est surprise, et CTAL explique son titre, le barbare gris des terres glacées. Mais la vraie surprise, c'est qu'un humain ait réussi à survivre dans cet endroit quasi inhospitalier. L'elfe craint désormais que d'autres ne surgissent des terres glacées, mais le protagoniste en doute, car il y a là-bas des règles strictes et de puissantes créatures pour s'assurer qu'elles sont respectées. Le héros a pu partir dans le cadre d'une quête, mais c'est une exception. Marcelia se sent plus soulagée et le barbare lui demande si l'esprit de feu va bien, puisqu'il l'a fendu en deux, mais elle l'assure que tout va bien. Quand un esprit est détruit, il retourne simplement dans le plan spirituel. Elle demande à notre gars s'il veut quelque chose pour compenser la façon dont il a été traité. En pensant à l'esprit, CTAL demande si quelqu'un d'autre que les elfes peut passer des contrats avec eux. L'elfe répond qu'en temps normal c'est impossible, sauf pour les humains ayant un lien fort avec la nature. Sauf qu'en réalisant que le jeune homme est sincèrement intéressé, elle lui fait savoir que s'il le veut vraiment, il doit se rendre chez l'elfe sacré, une terre sainte pour les elfes où réside leur divinité. Normalement, un humain n'y serait pas admis, mais poussé par sa conscience, la reine explique qu'avec une bonne recommandation, une exception peut être faite. L'elfe lui indique où se trouve ce territoire et se rappelle que laisser un humain approcher d'un tel endroit est extrêmement dangereux. Et qu'aucun elfe censé ne ferait ça. Donc, de toute évidence, la reine des elfes, qui fuyait les humains, veut faire confiance à notre protagoniste et lui remet un joyau. Catal accepte le cadeau et la remercie. Marcelia donne un dernier avertissement. Le dieu elfe pourrait vouloir tester le jeune homme, mais elle est sûre qu'il réussira de toute façon. Après lui avoir souhaité bonne chance, elle se présente sous le nom de Marcelia Action Carusia, et notre héros lui rend l'appareil en se présentant comme Catal, le barbare. Quelque temps plus tard, le barbare gris traverse la forêt à une vitesse surhumaine et avec une puissance destructrice effrayante. D'un seul bond, il franchit déjà une distance énorme d'un point à un autre. À la frontière du territoire Varcon dans le royaume de Jehan, les gardes tremblent déjà de peur et se préparent à ce qui approche. L'arrivée de notre héros à travers les bois est tout un spectacle. Il s'arrête devant les portes, dégageant la même aura menaçante que d'habitude, même sans le vouloir. Les gardes sont terrifiés et en alerte maximale, tandis que Catal salue tout le monde avec le sourire. Puisque le barbare a fait un sacré boucan sur son passage, personne ne baisse sa garde, surtout quand un des hommes reconnaît les cheveux gris et la cicatrice du barbare gris tout droit sorti de la légende de l'empereur. Quand notre héros essaie d'avancer, les soldats lui barrent la route en lui ordonnant de s'arrêter, comme s'il pouvait réellement faire quoi que ce soit pour l'en empêcher. Mais Catal fait immédiatement comprendre qu'il n'est pas un ennemi. Au moins cette fois,
Il y a un dialogue et les gardes demandent ce que le jeune homme leur veut. Lentement, le barbare pointe du doigt les murs que les gardes protègent et explique qu'il veut juste visiter leur territoire. Après un moment, on voit que l'homme gris a été emmené dans une salle d'interrogatoire, où il explique qu'il est là pour passer du temps et même donner quelques informations. Le barbare n'a aucune pièce d'identité, mais se souvient alors du cadeau de Mélania, l'emblème de la famille Akasha. En posant l'emblème sur la table, le barbare gris demande si cela peut servir d'identification et explique aux gardes ce qu'est l'emblème, qu'il l'a reçu en cadeau d'un membre de la famille marchande Akasha. Le soldat reconnaît la famille comme celle qui a traversé les terres glacées il y a quelques années et dit à Catal que cette famille a gagné en pouvoir ces dernières années sous sa nouvelle direction. Le garde explique que même si ça n'a pas l'air faux, ça vient du royaume de Juantra, donc il serait difficile de confirmer son authenticité. Malgré tout, le garde accepte l'information comme étant utile et lui donne une condition pour accéder à la ville, que le jeune homme confirme qu'il ne représente aucune menace. En gros, Catal va devoir former un groupe pour explorer un donjon près du territoire. Et comme ça n'a pas l'air trop compliqué, le barbare gris des terres glacées accepte. Le garde dit qu'il doit encore remplir une dernière condition, faire un rapport sur tout ce qui se passe dans le donjon une fois qu'il aura terminé. Catal montre qu'il est intelligent et comprend le but du processus. Les candidats ne se connaissent pas et doivent s'observer et faire un rapport les uns sur les autres à la fin de l'expédition, ce qui permet d'identifier facilement les suspects et les menteurs. Le soldat est surpris et demande si l'homme est vraiment un barbare, et notre protagoniste le confirme. Le garde pensait qu'il n'existait que des barbares brutaux et ignorants, mais il remercie l'homme gris, mettant fin à la conversation. Dans une autre pièce, nous avons un homme qui se plaint du genre de groupe qu'il va avoir. Alessandro Tirane, le paladin, trouve tragique de devoir entrer dans un donjon accompagné d'un voleur de pacotille. Le roublard Kaisan Arc dit au paladin d'arrêter, et les choses se tendent entre les deux. Kaisan disant que Tirane n'est même pas un vrai paladin, puisqu'un vrai paladin ne serait pas là. Au final, pour le roublard, ils sont tous les deux dans le même bateau. Et pour couronner le tout, il se moque même du nom de famille Tirane, déclenchant presque une bagarre, ce qu'il a très hâte de voir arriver. Les lames empoisonnées du roublard et l'épée du paladin autoproclamé s'entrechoquent jusqu'à ce que la troisième personne dans la pièce leur demande d'arrêter. C'est la prêtresse qui s'inquiète d'explorer le donjon avec eux. Ils sont 3. Et puisque la condition requise est de 4 membres, d'autres doivent arriver bientôt. Prouvant qu'elle a raison, la porte s'ouvre, et un garde entre pour annoncer que le dernier membre du groupe est arrivé. Alors que notre héros franchit la porte avec son aura effrayante habituelle, Cassan dit qu'il espère que le type a au moins un peu de cervelle. La taille et la présence imposante du barbare surprennent les 3 autres. Mais comme le jeune homme est plus amical qu'un chiot, il fait un grand sourire et demande si ce sont ses compagnons. Comme d'habitude, vu que notre protagoniste est immense, il exerce pas mal de pression sur le paladin, le roublard et la prêtresse. Sauf que le jeune homme est un amour. Le voilà donc, tout maladroit, faisant signe de la main et saluant tout le monde. Le garde ferme la porte en leur disant de faire connaissance tous les 4 puisqu'il revient tout de suite. Catal se présente, et même à contre-cœur, le roublard se présente sous le nom de Cassan. Le paladin se présente sous le nom d'Alessandro Tyrannus. Et quand le barbare demande s'il peut utiliser le pouvoir sacré, Tyrannus explique que sa situation en tant que paladin est un peu spéciale, donc il ne peut pas. Az, la prêtresse, se présente également comme une adepte de la déesse des mensonges et de la tromperie, Colossia. Comme tout le monde est dans le même bateau, notre héros demande pourquoi une prêtresse n'aurait pas non plus d'identification pour entrer dans la ville. Et elle répond que c'est parce qu'elle suit Colossia, la déesse des mensonges et de la tromperie, donc elle n'est pas très bien vue. Après les présentations, le garde revient et dit à tout le monde de le suivre. Catal, Alessandro, Cassan et As se préparent. Quelque temps plus tard, ils arrivent devant le donjon. C'est un donjon de 3 étages rempli de monstres morts-vivants. La mission est simple, terminer le donjon et revenir avec une preuve de victoire. Le barbare gris appelle Cassan et l'interroge sur le plan, abandonnant immédiatement les formalités puisque tout le monde ici forme une équipe. Le roublard y réfléchit sérieusement et élabore un plan. Catal et Tyrannus vont devant. Le roublard surveillera les pièges pendant que la prêtresse fournira un soutien au groupe. Pour le barbare, c'est un bon plan. Donc, une fois cela réglé, ils entrent dans le donjon. À l'intérieur, notre groupe avance. La prêtresse s'inquiète de l'obscurité des lieux, tandis que Cassan trouve suspect qu'il n'y ait pas tant de pièges que ça, comme si quelque chose les attendait plus loin. Le roublard arrête Catal et l'avertit de la présence de monstres droit devant. Cassan montre les os éparpillés sur le sol et explique que ce sont des squelettes et que scène approchée les ferait se lever. Apprendre ce fait irrite le roublard, qui réalise que la ville ne se contente pas d'organiser un moyen de vérifier leur identité, mais aussi un moyen d'éliminer les étrangers dangereux. Catal pose des questions sur les squelettes et l'homme explique que ce sont des monstres puissants qui ne cessent d'attaquer même lorsqu'ils sont démembrés. Le fait d'être constitués d'os signifie également que leur défense est naturellement élevée. Le roublard dit à tout le monde de se préparer à un combat sérieux et avertit Catal que le coup est leur point faible, et que frapper ailleurs ne les empêchera pas de bouger. Sachant cela, le barbare avance, et immédiatement le squelette commence à se lever devant notre homme gris. Le squelette dégaine une épée et ses yeux s'illuminent, et le groupe est déjà en état d'alerte maximale pour affronter la créature. Kedal prend son élan avec sa main, et quand le monstre s'apprête à attaquer avec son épée,
le barbare gris lui assène une claque sèche qui réduit simplement la bête en poussière. Tout le groupe est terrifié par la puissance du jeune homme, qui avec un sourire maladroit sur le visage, remercie Cassan pour le conseil sur le coup, affirmant que le monstre a vraiment arrêté de bouger quand il a frappé la tête. Ce n'est pas tout à fait ce que le jeune homme voulait dire, mais d'accord. Les squelettes sont censés être des monstres assez résistants. Leurs os ne sont pas les mêmes que ceux des humains, et ils sont également renforcés par le mana du donjon. Frapper l'un d'eux, c'était comme frapper un arbre, ce qui signifie que notre héros est vraiment fort, au point que le roublard se demande s'il est au moins humain. Puisque le squelette est hors de combat, il est temps de passer à la suite, et le groupe se hâte de continuer à explorer le donjon. Catal leur dit de ne pas courir autant, mais la prêtresse et le paladin tremblent littéralement pour leur vie après cette démonstration de force. Après avoir marché un peu plus, Catal remarque quelque chose d'étrange lorsqu'il marche sur un squelette, ce qui signifie qu'il y en a encore à cet étage. En effet, les monstres commencent à se former en une quantité qui laisse tout le monde terrifié et en état d'alerte maximale. Sauf qu'heureusement pour ce groupe en manque de courage, le barbare gris leur demande de le laisser scène charger puisqu'il y a quelque chose qu'il veut tester. Et comme personne ne s'y oppose, il se prépare. Un squelette armé s'approche, et le groupe garde l'œil ouvert pour voir ce que le héros va faire. L'homme gris est lui-même fasciné par la façon dont ces créatures parviennent à rester debout. Le monstre essaie même d'attaquer, mais ce n'est pas comme si c'était une vraie menace. Avec 2 doigts, le barbare arrête la frappe et brise l'épée du monstre juste pour voir ce qu'il va faire. Le squelette recule et bondit, préparant une attaque plus directe visant le cou du jeune homme, qui part à nouveau le coup, impressionné par le monstre. À ce stade, c'est déjà de la torture, et il tire brusquement, écrasant l'os et faisant tomber la main de la créature, qui s'effrite complètement, laissant même le squelette confus. Le monstre devient furieux, mais montre une certaine habileté en faisant passer l'épée dans son autre main, ce qui laisse le héros encore plus fasciné. Le pauvre crâne s'obstine encore à attaquer le barbare une fois de plus, et le résultat ne sera pas différent. Le barbare attrape sa main et lui arrache encore un autre membre. Le squelette humilié n'abandonne toujours pas et attaque à nouveau, essayant d'utiliser son radius et son cubitus cassé comme arme cette fois-ci, faisant preuve d'une certaine intelligence et d'adaptabilité. Pendant que notre héros s'amuse, pour les autres membres du groupe, c'est comme assister à une véritable séance de torture de barbares. Après avoir passé un peu plus de temps à jouer avec la bête et à traumatiser les membres du groupe, il ne restait plus que le crâne du monstre, s'obstinant toujours à bouger. Catal est surpris que le monstre soit si résistant, puis il écrase le crâne du pied, satisfait. Après ce spectacle d'horreur, le barbare gris s'excuse simplement d'avoir retardé le groupe qui n'a même pas le courage de se plaindre au jeune homme. Enjambant la poussière de ce qui était autrefois le squelette, Catal appelle ses alliés à avancer. Après avoir marché un peu plus, il s'arrête devant les escaliers menant au 2e étage du donjon. En descendant, on sent bien que l'ambiance est un peu bizarre. Mais finalement, le roublard attire l'attention de tous et demande à se reposer un peu, ce que Catal accepte calmement au grand soulagement de Cassan qui semblait sincèrement inquiet que le barbare soit implacable. Tout le monde prend un peu de temps pour se reposer, et il y a une tension palpable dans l'air jusqu'à ce que Catal décide lui-même de leur poser une question sur les donjons. Il commence par s'excuser de ne pas encore s'y connaître beaucoup en donjon, mais la prêtresse lui dit qu'elle l'aidera du mieux qu'elle peut et lui demande ce qu'il veut savoir. Ce donjon est très proche de la ville. Ce que le héros veut donc savoir, c'est s'il y a un problème causé par les monstres qui sont dans le donjon. Et elle répond que même s'il y a des exceptions, les monstres ne quittent généralement pas les donjons et ne s'aventurent pas à l'extérieur. Le roublard l'interrompt pour expliquer que les donjons sont des phénomènes naturels qui émergent sous forme de tours et de grottes près des zones très peuplées, ce qui explique pourquoi le donjon est près de la ville et non l'inverse. Lorsqu'un donjon apparaît, le seigneur du territoire vérifie son niveau de danger et envoie des mercenaires, des gardes ou des étrangers pour le terminer. Cela signifie également qu'un donjon apparaît toujours à proximité des grands centres de population, mais jamais à l'intérieur même du territoire. Catal demande s'il y a des récompenses pour avoir terminé le donjon. Et oui, il y a généralement un boss à la fin du donjon avec des récompenses à la clé. La prêtresse elle-même dit que dans ce genre de donjon, la récompense peut être plutôt belle. Notre barbare est aux anges. C'est exactement comme les mécaniques de jeux vidéo de sa vie passée. Il se dit curieux d'une dernière chose et demande qui crée ces donjons. La prêtresse a l'air confuse et répond que ce sont des phénomènes naturels, donc que personne ne les crée. Mais pour le protagoniste, il y a trop de coïncidences pour que ce soit naturel. Ils n'apparaissent que près des zones peuplées, attirant les gens avec la promesse de récompense. Tout cela est bien trop pratique pour être naturel. La prêtresse n'y avait jamais pensé, mais maintenant qu'elle l'entend, c'est tout à fait logique. Kaizen n'y avait jamais pensé non plus, ne doutant même pas que ce soit naturel. Il est surpris que ce soit un barbare qui remette en question l'ordre naturel, d'autant plus qu'il les a toujours considérés comme ignorants et cruels. Mais si c'était vrai, Catal, le barbare gris, n'a rien d'un barbare ordinaire. Après avoir satisfait sa curiosité, notre héros demande si tout le monde s'est assez reposé. Et puisque tout le monde est reposé, il est temps de poursuivre la mission. Nos héros atteignent le 2e étage, où Catal découvre un coffre. Ces coffres sont les récompenses du labyrinthe, et il suffit de les déverrouiller pour en profiter. Kaizen pense qu'ouvrir un tel coffre nécessiterait un voleur d'élite, un vrai prodige.
Il songe donc déjà à abandonner quand Kata lui demande de l'ouvrir. Pour le barbare, la logique est simple. C'est un coffre. Kaizen est un voleur, et le boulot d'un voleur est de s'occuper des coffres. C'est pour ça qu'il le lui demande. Kaizen sait que cette logique se tient, mais s'il était un bon voleur, il ne serait même pas dans ce donjon, car il ne sait pas crocheter les serrures, et il est si médiocre que la guilde ne le reconnaît même pas. Le pire, c'est que Kaizen n'ose même pas l'avouer à notre héros, de peur de le décevoir et de passer pour un incapable. La peur au ventre, le jeune homme promet d'essayer d'ouvrir le coffre. Pendant que Kaizen lutte pour le déverrouiller, le barbare se tient derrière lui en observant tout, lui mettant une pression monstre sans le vouloir. Le voleur s'efforce de se rappeler les techniques qu'il a vues quand il était porteur, tout en subissant une pression si écrasante qu'il a l'impression qu'il va mourir. Après quelques minutes, le voleur entend un petit clic, et finalement, à sa grande joie, le coffre s'ouvre. La prêtresse s'exclame, enthousiaste, qu'elle a entendu dire que seuls les voleurs expérimentés pouvaient réussir un tel exploit, ce qui impressionne aussi le barbare gris. Mais celui qui est le plus surpris, c'est Kaizen lui-même, il pensait ça impossible, mais la peur de mourir a été la plus forte. Pendant ce temps, Katal demande la valeur du trésor, et la prêtresse répond que c'est assez pour nourrir une famille pendant un mois. Puisque c'est le cas, le barbare dit à Kaizen de se charger de transporter le butin. En rangeant tout dans un sac, le voleur remarque une coupe étrange et sursaute quand notre héros s'approche, voulant juste savoir s'il a besoin d'aide. En avançant un peu, le groupe tombe nez à nez avec d'autres squelettes. Et comme il semble y avoir 4 créatures, Katal annonce qu'il s'en fait 3, et que le groupe s'occupera du dernier. Tout le monde se prépare au combat, et le protagoniste fait quelques pas en avant juste pour activer les squelettes. Le voleur avoue qu'il a toujours des frissons en voyant les squelettes s'assembler. Les 4 monstres se lèvent, et le groupe se tient prêt, le trio étant renforcé par la magie de la prêtresse. Quand le combat commence, tout le monde charge les squelettes. Le voleur vise directement le cou de la créature. Les autres squelettes tentent d'avancer, mais le protagoniste les attrape tous les 3 par le cou et leur dit de ne pas gâcher le spectacle. Le squelette libre attaque avec son épée, mais le paladin lève son bouclier pour parer, bloquant l'attaque pendant que le voleur bondit par-dessus pour frapper la nuque. Profitant de l'occasion, la prêtresse lance un sort d'ombre de confusion sur le paladin, qui tranche le monstre d'un coup net et puissant. L'impact met le crâne à genoux, fissurant son cou et le rendant furieux. Amusé, le barbare joue avec les restes de ses 3 squelettes, disant que c'est vraiment génial de voir les compétences combinées d'un groupe en direct, puis il les anéantit complètement. Il déclare vouloir profiter de la fin du spectacle. Tout en combattant leur unique ennemi, les autres membres du groupe réalisent que le barbare les teste. Sous la pression du test du barbare, le pauvre squelette est en danger de mort, car les héros refusent de montrer la moindre faiblesse. Humilié, la créature commence à disparaître avec une larme au fond de l'orbite. Et après cette victoire, notre groupe s'effondre à genoux, épuisé. En voyant la performance du trio, notre héros réalise que les mercenaires qu'il a aidés dans les terres gelées étaient particulièrement forts. Faisons un saut dans le temps, les héros sont maintenant au 3e étage. Il y a encore des squelettes. Mais avec Katal, ce n'est pas un problème. Ainsi, peu de temps après, les voilà tous les 4 devant l'ultime défi du donjon. Le boss, un chevalier squelette. L'évocation de ce boss glace le sang de la prêtresse, alors que Katal se demande à peine si cette créature diffère vraiment de celle qu'il a déjà affrontée. Le chevalier squelette, comme son nom l'indique, manie une épée longue, un bouclier et porte une armure. Pour le vaincre, un guerrier doit au moins avoir le niveau d'un chevalier. Katal demande ce qui se passerait si le groupe jugeait le danger trop grand et battait en retraite. Et le voleur répond qu'il demanderait une confirmation territoriale pour voir si le choix d'abandonner le donjon était justifié. Katal trouve sa logique, mais décide quand même d'affronter le boss chevalier squelette. Le grand boss déploie une aura écarlate à l'approche de notre héros. Le barbare gris des terres gelées trouve le concept de cette créature plutôt fascinant. Et alors que le monstre lève son épée pour frapper, la prêtresse remarque un détail dans l'attaque imminente et invoque une barrière protectrice. La frappe est redoutable et commence à fissurer le bouclier. Elle ne semble pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. Sans surprise, le bouclier vole en éclats. Et cette fois, c'est le paladin qui encaisse le coup. Bien qu'il ait réussi, le pauvre paladin est déjà à terre. La puissance de la créature a fini par prendre Katal au dépourvu. Une attaque aussi dévastatrice ne peut signifier qu'une chose, le monstre est incroyablement fort. Le chevalier squelette n'attend plus et charge de toutes ses forces vers le héros qui reste planté là à l'attendre. Et une fois à portée, il fait exploser le torse du boss avec un crochet du droit, désintégrant l'entité sur le coup. La bête n'a même pas eu le temps de frapper. À ce stade, c'est franchement impressionnant, et le groupe reste stupéfait par la force brute du gaillard qui, s'essuyant les mains, demande si c'était tout pour ce donjon, du moins jusqu'à ce que son regard soit attiré par autre chose. Notre héros appelle Kaizen et demande si le voleur peut ouvrir cet ultime coffre. L'homme explique que c'est impossible, car la serrure est d'un niveau bien supérieur à la précédente. Et alors qu'il s'excuse, Katal fracasse le coffre par pure ignorance, sous le choc total du voleur. Maintenant que le coffre est grand ouvert et le trésor bien visible, le barbare gris dit que ses récompenses doivent être meilleures que les précédentes et demande au voleur de ramasser le reste. Même s'il obéit, Kaizen se pose des questions, si ce type pouvait briser le coffre dès le début, pourquoi lui a-t-il demandé de le crocheter?
Le raid est terminé et tout le monde se dirige vers la sortie. Après que notre héros soit sorti du donjon, il entend un bruit et l'entrée de la grotte disparaît purement et simplement sous les yeux de tous. Kaizen explique que si l'on termine entièrement un donjon, y compris les pièces secrètes s'il y en a, il disparaît. Katal interroge son allié sur l'existence de ces pièces, et ce dernier lui répond qu'elles sont très rares, ce qui suffit à exciter le barbare, soudain très intéressé. De retour auprès du garde, celui-ci est surpris par la rapidité avec laquelle le groupe est revenu de l'expédition et va droit au but en demandant comment ça s'est passé là-dedans. Avec un sourire niais mais confiant, Katal répond que le donjon était satisfaisant. Après cela, le garde décide d'entamer la procédure d'entrée et demande à chacun d'entrer dans la pièce un par un pour faire sa déposition. Et affirme qu'elle n'a eu aucun problème, et le garde lui demande si le barbare pourrait être admis dans le domaine, tout en remarquant qu'elle perd ses moyens quand on parle de lui. La procédure ne se limite pas à la complétion du donjon, il faut aussi vérifier les dépositions pour éviter de laisser des fauteurs de troubles entrer en ville. Kaizen affirme que le barbare ne semble pas du genre à chercher des ennuis. Et Alessandro confirme également que le colosse n'a pas fait le moindre mal au groupe, ce qui prouve au garde qu'il est un barbare pas comme les autres. La déposition de notre garçon est la plus complète et la plus enthousiaste de toutes. Il fait l'éloge de Kaizen pour avoir désamorcé les pièges et ouvert le coffre, des Alessandro en tant que chevalier, et de pour son soutien magique. Le capitaine des gardes est très surpris que le jeune homme parle en si bons termes d'un groupe d'inconnus avec lesquels il a été forcé de faire équipe. Mais comme il n'y a rien de suspect, il autorise le groupe à entrer en ville, leur expliquant que s'ils causent des ennuis, ils seront exilés, avant de leur remettre la récompense de complétion. Notre héros reçoit le sac de butin et annonce qu'il va le diviser équitablement entre tout le monde. Les autres membres de l'équipe tentent de refuser, mais notre héros rétorque qu'ils ont tous travaillé ensemble et qu'ils ne peuvent pas refuser. Avant d'inviter tout le monde à aller boire un verre dans un bar du coin. Le trio finit par accepter, mais ils sont terrifiés et anxieux de s'éloigner du géant destructeur. Le capitaine les garde à l'œil pendant que le groupe se dirige vers un bar et réfléchit à la puissance de ce barbare, au moins de niveau chevalier et au-delà, étant le barbare de légende. Après y avoir un peu réfléchi, il confie la surveillance de la frontière aux autres gardes et annonce qu'il va voir le seigneur du territoire. Le manoir du seigneur est blanc et imposant. La lumière des lustres illumine la chambre du seigneur dans la nuit. Le capitaine de la garde est annoncé, et la permission d'entrée est accordée. Le seigneur de ces terres, Luc Barkin, est le maître du domaine dans le royaume de Jehan. Le capitaine commence son rapport et l'informe qu'un barbare est apparu dans le domaine. Après avoir expliqué la situation pendant un moment, le seigneur Barkin lui demande si la garde lui a permis d'entrer. En réponse, l'homme déclare avoir évalué la situation et pense qu'il n'y a aucun problème à le laisser entrer, ce qui pousse le seigneur à demander, alors, quel est le problème? Il s'avère que le barbare est trop fort, assez fort pour devenir un problème. Et quand le seigneur demande à quel point il est fort, son soldat explique qu'il est capable d'anéantir un chevalier squelette d'un seul coup de poing. Le chevalier squelette est un monstre de niveau chevalier ou plus, donc l'exploit de notre héros est assez remarquable. Les barbares sont perçus comme une bande d'ignorants qui privilégient la force avant tout. Sur ce, le seigneur demande si l'homme pense que le barbare pourrait être un manieur de mystère de première classe, et le soldat répond qu'il y a de fortes chances qu'il soit même encore plus fort. Le seigneur est un peu inquiet, car pour les barbares, la force fait loi, et notre héros pourrait finir par poser problème. C'est pourquoi il demande au capitaine de faire venir l'homme sur le champ, expliquant que c'est juste pour voir à quoi il ressemble et se rassurer un peu. Barkin rassure le soldat en disant qu'il a son chevalier avec lui si la situation devient tendue ou dangereuse, et demande même à ce dernier ce qu'il en pense. Le chevalier répond qu'un barbare a l'esprit trop simple même s'il est fort, et qu'il ne ferait pas le poids face aux techniques enseignées par le grand maître d'épée. Fort de cette confiance, le seigneur envoie chercher le barbare pour lui parler. Pendant ce temps, notre héros est au bar, mangeant et fêtant la victoire autour de quelques verres. Le reste du groupe est encore très tendu, mais Katal apprécie l'ambiance des lieux, la nourriture et le calme, disant même à tout le monde de manger puisque c'est lui qui paie l'addition, les pauvres. Engageant la conversation, le Gagri interroge Alessandro sur son rôle de paladin et veut savoir quel genre de pouvoir divin il possède, puisqu'il ne l'a pas vu l'utiliser dans le donjon. Tyran lui explique qu'il est encore en formation, et qu'il n'a donc pas encore éveillé, ce qui est bien dommage. Il demande ensuite à aider des nouvelles de sa divinité, Colossia, et s'il y a un temple ou quelque chose du genre dans les environs. Sauf que la jeune fille lui explique que sa déesse n'est en général pas très bien vue. Colossia est la déesse des mensonges et de la tromperie, une divinité normalement rejetée par le peuple. Et décide alors de poser une question à notre protagoniste, voulant savoir à quel point il est fort. Le gris y réfléchit et avoue ne pas bien connaître les rangs, car il n'a quitté les terres gelées que très récemment. Il sait à peine quelle est la force d'un chevalier squelette. La prêtresse lui explique que pour abattre un tel boss, il faut être au moins de seconde classe. Alors, pour l'éliminer d'un seul coup comme Katal l'a fait, il faudrait être au moins de première classe. Pendant qu'ils discutent, quelqu'un attire l'attention du barbare. Le pauvre employé de la taverne tremble de peur, mais doit leur expliquer qu'il est temps de fermer. Heureusement pour le jeune homme, notre protagoniste est plutôt poli, il s'excuse et se lève pour partir. Prêt à terminer la soirée, le barbare demande au groupe s'ils ont déjà des projets ou s'ils sont libres. Mais comme tout le monde meurt d'envie de fuir ce type,
Ils prétendent tous être très occupés. Notre homme est déçu et leur fait ses adieux, espérant les revoir un jour, ce qui a semblé au trio être des adieux plutôt doux. Notre gars termine enfin sa journée, allongé dans un vrai lit pour la première fois depuis sa réincarnation dans ce monde. La chambre ne lui a pas coûté cher grâce à la récompense du donjon, et cet endroit bat carrément les terres gelées à plate couture. Enfin dans une véritable civilisation, Cathal réfléchit à sa prochaine étape. Il a envie de partir à l'aventure, de visiter la terre sacrée des elfes, de voir la tour magique, la capitale royale. Et tout en réfléchissant à ce qu'il aimerait faire, il finit par s'endormir. Le lendemain matin, le barbare gris se réveille au son de quelqu'un frappant à sa porte. Le chef de la garde s'excuse d'avoir réveillé le jeune homme, mais lui explique d'emblée la raison de sa venue. Le seigneur du territoire souhaite rencontrer notre héros personnellement. Le seigneur d'un territoire est le maître de ses terres. Cathal se demande ce qu'une telle personne pourrait bien lui vouloir, mais accepte d'accompagner le capitaine, en lui demandant juste de s'habiller d'abord. Quand Cathal est arrivé en ville, il faisait nuit, il n'a donc pas vu grand-chose, mais il est totalement charmé. Le barbare peut à peine contenir son excitation, mettant le garde un peu mal à l'aise au point de détourner le regard autant que possible pour éviter de s'impliquer. Il ne tarde pas à atteindre le manoir du seigneur qui invite le gris à entrer. À l'intérieur, Barkin accueille notre héros et se présente en bonne et due forme. Cathal, le barbare gris, salue le seigneur avec beaucoup de politesse et de respect, ce qui surprend vraiment le noble. Normalement, par fierté et par force, les barbares ne baissent la tête devant personne. Ignorant sa propre surprise, l'homme invite notre héros à s'asseoir. Notre héros s'assoit face au seigneur et regarde autour de lui, impressionné par le luxe du manoir. Mais il y a quelque chose d'encore plus intéressant pour le barbare, le chevalier qui protège le seigneur. Avant de se réincarner, Cathal était un grand fan de jeux de chevalier, c'est donc vraiment cool pour lui d'en voir un vrai. Sauf que le chevalier, voyant le barbare gris le dévisager, prend son regard pour une intention meurtrière et se tend sous la pression. Mais avant qu'il n'ait pu dégainer son épée, Barkin attire l'attention du gris. L'homme lui explique qu'il l'a fait venir pour vérifier quelques détails, et notre protagoniste, tout à fait détendu, lui demande ce qu'il veut savoir. D'abord, l'origine du jeune homme. Et il explique qu'il vient du coin le plus froid du monde, le désert de glace, ce qui surprend le chevalier ainsi que le seigneur, réalisant que ce barbare est celui des légendes de l'empereur fou. Barkin affirme que c'est difficile à croire, mais Cathal rétorque que cet endroit était horrible, et que le noble peut choisir de ne pas le croire s'il le souhaite. Alors l'homme décide de poser une autre question à notre héros. Quelle est sa force? Dans l'esprit du noble, savoir à quel point ce barbare peut être dangereux est une priorité. Et Cathal explique qu'il ne sait pas trop comment fonctionnent les niveaux de puissance dans ces contrées. Barkin échange un regard avec son chevalier et s'est décidé. Pour lui, un bon moyen de tester la puissance du barbare serait un duel amical avec le chevalier. Notre héros y réfléchit et le seigneur lui précise que ce ne sera évidemment pas un combat à mort. Cela emballe complètement le jeune homme qui accepte, impatient d'affronter un chevalier en combat. Le jeune homme, qui est déjà le fan numéro 1 des chevaliers, va affronter un chevalier de fantaisie doté de pouvoirs mystiques, d'une aura et de techniques géniales, ce qui le motive à bloc. Mais aux yeux des deux autres, il ne dégage qu'une aura brutale et violente d'amour pour la bataille. Dans le colisée de la ville, le seigneur observe depuis sa loge pendant que les deux hommes se préparent au combat. Le chevalier et le barbare se font face avant que l'affrontement ne commence, chacun impatient à sa façon. Barkin demande juste qu'il n'y ait pas de bain de sang avant de faire sonner la cloche pour lancer le match. Le chevalier commence déjà à faire le fier, disant que ce sera un honneur pour le barbare d'être témoin de ses prouesses à l'épée. Sauf que comme le jeune homme est un fanbois de chevalier, il est sincèrement ravi de voir ça. L'attitude détendue de notre protagoniste rend le chevalier furieux, et c'est avec la ferme intention de montrer qu'il est bien plus fort que le barbare qu'il avance. L'homme analyse Cathal qui se tient simplement là, l'air perdu. Lorsqu'il s'approche, l'épée du chevalier brille d'une aura verte et semble se diviser en 3 lames, une technique qui laisse le légendaire barbare gris incrédule. Au début, on aurait dit une illusion. Mais en esquivant les 3 lames, notre protagoniste se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. Les 3 épées sont réelles, et c'est ce que le chevalier entendait par compétence. Voyant que le héros ne sait qu'esquiver, le chevalier prend la grosse tête. Persuadé que le barbare ne peut que fuir ses attaques. Pensant qu'il ne verra rien de plus de la part de Cathal, le chevalier compte en finir une bonne fois pour toutes. Sauf que, bien sûr, les choses ne vont pas se passer comme il le souhaitait. D'une simple pichenette, le barbare détruit l'épée du chevalier. Pris au dépourvu, l'épéiste est attrapé par sa cuirasse. Le barbare serre l'armure avec une telle force qu'il tord le métal comme du papier, avant de projeter le guerrier au loin avec une violence inouïe. Le seigneur des terres est abasourdi car, en très peu de temps et d'un seul coup, son chevalier est encastré dans le mur, blessé et inconscient. Un seul coup a suffi pour qu'un chevalier de premier rang soit vaincu avec une facilité déconcertante. Le combat étant terminé, Cathal se tourne vers le noble et lui demande si c'était tout. Barkin repense à ce qu'il a vu, un barbare de haut rang doté d'une force monstrueuse. Et même ainsi, il est toujours impossible de mesurer toute l'étendue de son pouvoir, et quelqu'un comme lui pourrait bouleverser complètement l'équilibre du monde. Le noble envisage sérieusement de le signaler au maître de l'épée et, de retour dans la salle du trône du manoir, il attend anxieusement son arrivée,
se demandant si la situation actuelle du barbare pourrait l'intéresser. En effet, un vieil homme apparaît par la fenêtre ouverte. Barkin soupire, déclarant que le vieil homme a des habitudes plutôt agaçantes, mais ce dernier lui répond simplement qu'il a bien besoin de s'amuser de temps en temps. Le nom du maître d'épée est Cain, et il veut savoir de quoi il retourne. Tout d'abord, en respectant l'étiquette et le protocole, il se lève et remercie le maître d'armes d'être venu si vite. Tous deux se rendent à l'infirmerie pour rendre visite au chevalier vaincu, alité et en compagnie de Barkin. Le chevalier s'excuse et assure qu'il sera sur pied dans quelques jours. Mais de retour au présent, c'est le maître qui s'excuse au nom de son élève, vaincu par un barbare inconnu. Le maître observe aussi le jeune homme, surpris de voir qu'il ne porte aucune blessure sérieuse. Cain a vu l'armure brisée du chevalier et ses vêtements déchirés. Mais à part ça, il n'avait pas la moindre égratignure, ce qui signifie que Catal s'est montré clément. Rien qu'avec cette visite, le vieil homme a déjà confirmé que notre protagoniste n'est pas imprudent et sait doser sa force avec une grande précision. Puisqu'il a pu faire preuve de clémence, cela veut dire qu'il est d'un niveau bien supérieur à un chevalier, au minimum un surhumain. La conclusion de l'homme surprend le seigneur et le chevalier. Le noble décide de demander au maître d'armes s'il pense que notre héros est plus fort que lui, et l'homme répond qu'il est fort. Mais je suis un maître de l'épée. N'est-ce pas? Ce type ne m'a pas encore battu. Le vieil homme analyse la situation un peu plus loin et ne pense pas que le barbare gris ait utilisé son aura, ce qui pourrait simplement être la force d'un survivant des terres glacées. Barkin ne voulait pas croire à l'histoire de Catal venant de là-bas, mais il semble que ce soit bel et bien la vérité. Un barbare des terres glacées, l'humain dont l'existence même a été transmise comme une légende. Et pour le vieil homme, ce n'est peut-être même pas un humain, mais l'un des monstres de cet endroit. Sauf que l'idée est un peu stupide et il l'écarte aussitôt, car s'il n'était pas humain, il n'aurait pas fait preuve d'autant de maîtrise et de pitié envers le chevalier. Malgré tout, le vieux maître d'armes reste songeur quant au moment précis de l'apparition du héros. Évidemment, il ne va pas révéler ce que cela implique et dit simplement que l'empereur a fait une requête assez particulière, mais que le seigneur n'a pas à s'en soucier pour l'instant. Pour continuer, Cain veut savoir si le barbare est toujours en ville. Et le seigneur explique que notre héros a dit qu'il allait rester, donc il suppose que oui. Sur ce, Cain décide d'aller rendre visite à Catal en personne. À l'extérieur du manoir, le chef des gardes demande au héros ce qu'il compte faire désormais, et le jeune homme n'est pas certain. Il a reçu une récompense plus tôt pour le duel et la promesse que le seigneur lui-même n'interférera pas avec ses actions sur ce territoire. Catal avoue au chef des gardes qu'il ne sait pas quoi faire, mais il voulait une vraie pièce d'identité car ce serait vraiment un problème de devoir explorer un donjon à chaque fois qu'il visite une nouvelle ville. Puisque c'est ainsi, le garde lui explique que soit une personne au placé le parraine et se porte garant de son identité, soit il devient un mercenaire reconnu par la guilde pour que son statut soit validé. Le soldat pense que le salaire d'un mercenaire est bien trop maigre pour le niveau de notre héros et qu'un parrainage serait bien plus judicieux. Sauf que notre garçon est un vrai joueur dans l'âme. Alors, être un mercenaire et gagner de l'argent en chassant des monstres, c'est un véritable rêve pour lui, réincarné dans ce monde fantastique. Sur ce, le jeune homme prend sa décision et demande comment en devenir un. Le chef des gardes lui explique qu'il y a un bâtiment pour la guilde, et notre héros, très enthousiaste, lui demande de lui montrer le chemin. Certaines personnes, comme Catal, romantisent la vie de mercenaire, parcourant le monde et accomplissant des quêtes. Mais dans cette société, les mercenaires sont considérés comme de la racaille, une profession malsaine remplie de mort et de basse besogne. À la guilde même, une bagarre éclate. Un homme s'effondre au milieu des caisses et des tonneaux après avoir reçu un énorme coup de poing au visage, mais il se relève déjà en hurlant si l'autre veut mourir, tandis que celui qui l'a frappé le provoque à approcher. Pendant que la bagarre fait rage, deux autres figurants parient sur l'issue. Loin de ce combat chaotique, une réceptionniste aux cheveux roses demande à une autre comment s'en sortent les nouvelles recrues arrivées en ville. Rosa, la blonde, répond que le groupe est une bande de cinglés, composée d'un fou qui se dit paladin, d'un voleur, et d'une clerc qui a l'air calme jusqu'à ce qu'elle prononce le nom de la déesse qu'elle vénère. Autrement dit, pas un seul mercenaire décent parmi eux. Rosa est aussi fatiguée de ses voyous et de ses tarés, elle rêve qu'un beau prince apparaisse et l'arrache à ce travail. C'est dans cette ambiance de pompe funèbre que la porte s'ouvre, révélant, à la grande surprise de la petite blonde, la silhouette imposante de Catal, qui est juste un peu différent d'un prince. Même les bagarreurs et les figurants sont pétrifiés, dévisageant le héros, qui n'a aucune idée de ce qui provoque la réaction de tout le monde. Le barbare légendaire s'approche du comptoir et demande à devenir mercenaire. Rosa, manifestement mal à l'aise, lui demande pourquoi il veut devenir mercenaire. Catal explique que sa principale raison est de faire valider son statut, et la jeune femme lui explique qu'avant cela, il devra accumuler un bon nombre d'exploits. Puisqu'il prend la chose avec calme, elle lui demande des frais d'inscription de 5 pièces de cuivre, ainsi que le nom et l'âge de notre héros. Comme le jeune homme ne connaît pas son propre âge dans ce monde, Rosa invente simplement un chiffre qui semble plausible. Une fois l'inscription terminée, Rosa lui remet son insigne de mercenaire. Elle lui explique que cet objet représente son statut de mercenaire, et ordonne au jeune homme de ne pas le perdre. Et notre garçon est ravi, voulant déjà savoir quel genre de boulot il peut accepter sur le champ. Rosa montre alors au barbare la liste des quêtes qu'il peut accomplir pour le moment. Et dès qu'il aperçoit la liste, son sourire s'évapore. Ce sont des quêtes pour débutants,
donc il n'y a que des trucs simples comme des rondes, la cueillette de plantes, ou nettoyer une cave, les égouts et les rues. Connaissant la célèbre fierté des barbares, Rosa se met à trembler de peur de l'avoir insulté, mais précise tout de même qu'il ne peut accepter que ce genre de tâche pour l'instant en raison de son rang initial. Toujours terrifiée, elle explique qu'en accomplissant des quêtes, il montera en grade. Mais avant même qu'elle ne termine son discours bien répété, Catal choisit l'une des missions. À la grande surprise de Rosa, notre héros a choisi la mission de collecte de plantes. Après avoir vérifié 2 fois s'il avait bien choisi la bonne, le jeune homme affirme que ça lui convient parfaitement. Catal demande où il doit cueillir ses herbes, et la femme lui montre la photo d'une fleur en précisant que c'est près du village. Sans hésiter une seconde, notre gars attrape l'image et Sen va accomplir sa tâche. Rosa est très surprise de voir à quel point ce barbare est étrangement facile à vivre. Catal franchit la porte, laissant les 2 réceptionnistes à la fois soulagés et perplexes. Dans la forêt près de la ville, notre héros trouve les fleurs qu'il cherchait. Sur le papier, il est écrit que ces plantes sont bonnes pour soigner les blessures, et le garçon les trouve étranges. Cela dit, il met un équipement pour se protéger du soleil et commence son tout premier travail de mercenaire. Presque 1 heure s'écoule, et notre gaillard revient avec un sac rempli des petites plantes de la mission. Catal demande si c'est suffisant, et Rosa lui répond que c'est énorme, se demandant même si son but était de déboiser tout le champ. Ce qui surprend la petite hôtesse blonde, c'est que toutes les plantes collectées sont en parfait état, alors que les autres mercenaires se contentent généralement de les arracher sans aucune délicatesse. Le barbare gris, plutôt fier, déclare qu'il est heureux d'avoir la main douce. La récompense de la mission n'est qu'une misérable pièce d'argent, qui paie à peine un petit pain rassis. Pourtant, c'est le premier argent honnête qu'il gagne grâce à son propre travail jusqu'à présent, ce qui remplit le jeune homme d'une immense fierté. Catal demande une autre mission, et Rosa n'arrive même pas à croire que cet homme soit satisfait de la misère qu'on lui a versée. Le barbare gris explique qu'il veut accomplir un maximum de travail tant qu'il fait encore jour. Rosa se dit que ce barbare est un sacré phénomène lui aussi. Quelque temps plus tard, le héros a déjà bouclé 3 missions liées au nettoyage et demande que la suivante soit le nettoyage d'un entrepôt, ce qui laisse Rosa penser que ce barbare adore vraiment faire le ménage. Il accepte la quête, et peu de temps après, arrive à l'entrepôt pour se présenter au poste de nettoyage. La propriétaire de l'entrepôt a eu sa petite frayeur habituelle, mais le héros se présente très vite à elle. Nettoyer l'entrepôt n'était qu'un jeu d'enfant pour lui qui portait carton sur carton avec une aisance déconcertante. Nettoyer les rues s'est également fait sans accroc, du moins pour eux, car la poussière qu'il soulevait, même en contenant sa force, aurait pu tuer quelqu'un. Celui qui espionne les missions du héros, c'est Cain, incapable de comprendre pourquoi il s'inflige un tel traitement. Le barbare légendaire est au moins un surhumain, assez puissant pour renverser l'équilibre d'un royaume tout entier s'il le voulait, juste en étalant sa force et en exigeant le respect. Et malgré tout ça, il est là, à effectuer des tâches basiques, et ce, sans la moindre mauvaise volonté. Ce garçon travaille avec un plaisir sincère. Le vieil homme ne parvient pas à comprendre pourquoi ce barbare est un type aussi étrange. Le jour suivant se lève, et après s'être étiré, notre héros aperçoit le petit sac d'argent sur la tête de son lit. Il se souvient l'avoir reçu la veille en guise de récompense pour avoir accompli 15 missions. Rosa lui tend l'argent, et Catal promet de revenir le lendemain. De retour au présent, il est temps de commencer son 2e jour au sein de la civilisation. On aperçoit un petit enfant pleurer dans la rue et un groupe de citoyens pétrifiés, terrorisés par le barbare gris. Notre héros, quant à lui, se promène avec un calme imperturbable jusqu'à tomber sur une librairie un peu plus loin. La clochette de la porte résonne et la bibliothécaire, d'ailleurs très mignonne, l'accueille pour être aussitôt stupéfaite par cette montagne de muscles à l'air effrayant qui demande à lire quelques livres. Catal passe un long moment à se divertir en lisant dans la bibliothèque, sous le regard incrédule de la bibliothécaire. Le vieil homme qui continue de l'espionner trouve ça aussi particulièrement bizarre, un barbare, un peuple connu pour son ignorance et sa brutalité, qui se divertit en lisant. Il en vient même à se demander si les barbares des terres glacées sont plus cultivés que les autres peuples. L'autre possibilité, bien plus simple, c'est que ce barbare gris légendaire est juste un individu tout à fait à part. Notre héros termine de lire un peu d'histoire et comprend que l'Empire a remporté la guerre. Il se souvient de Mélina, dont l'objectif était de vendre des armes au royaume qui était en guerre contre l'Empire. Sauf qu'il semble que l'Empire a gagné, devenant encore plus puissant et soumettant le royaume de Varcon. L'Empire a également poursuivi sa croissance et son expansion agressive sur près de la moitié du monde connu, comme s'il cherchait à dévorer le monde entier. Notre héros réfléchit un peu à l'objectif de l'Empire, mais le met vite de côté pour s'intéresser à quelque chose de bien plus passionnant pour un amateur de fiction et de fantasy comme lui. Un livre sur les races non humaines. Puisque toutes ces choses fantastiques dont il était fan sont bien réelles dans ce monde. Il y a aussi des endroits spéciaux, comme la grotte des nains, regorgeant de minerais précieux, la grotte de Mantamia, la vallée des fées, Pisarapia, la cité céleste de Lager Maria, ou le territoire sacré, la terre sainte de tous les elfes. Inconnu de beaucoup, et pourtant convoité par de nombreux humains et souverains. En voyant cela, notre gars se sent privilégié de posséder les informations et les moyens pour y pénétrer. À cet instant, autre chose éveilla sa curiosité. Existe-t-il d'autres endroits comme les terres glacées? Oui. Il y a des territoires assez similaires, tous appelés zones démoniaques,
connu pour repousser la présence humaine. Les principales zones démoniaques sont la forêt silencieuse qui rend tout immobile, l'abîme qui abrite le mal absolu, les profondeurs, repère des créatures abyssales, le vide insondable où rien n'existe, et les étendues glacées. Ces zones démoniaques sont peuplées d'aberrations qui, pour une raison quelconque, ne peuvent pas les quitter. En apprenant cela, Cathal réalise que ce monde est immense et se surprend de l'existence d'autres lieux semblables. En se levant, il estime avoir appris tout ce qu'il pouvait sur ce monde, remercie la bibliothécaire pour son aide et s'en va. Après cette halte, il se dirige vers la guilde des mercenaires pour demander une mission à Rosa. La fille, encore un peu effrayée, lui tend la nouvelle liste des quêtes. Qu'un trouve ce garçon bien étrange et décide de l'affronter directement. La journée passe et la nuit tombe à nouveau. Le barbare gris marche dans la rue après avoir accompli au moins une douzaine de missions aujourd'hui. La récompense est maigre, mais il est satisfait et a hâte d'être reconnu comme un véritable mercenaire. Qu'un attend le héros et l'intercepte en chemin dans une ruelle sombre. Finalement, Cathal lui dit qu'il savait qu'il le suivait depuis le matin et lui demande ce qu'il veut. Pendant que le vieux maître de LP se demande comment il a été repéré, le barbare cache son sac en pensant avoir affaire à un voleur, ce qui déconcerte encore plus l'ancien maître d'armes qui, en gardant le silence, ne fait qu'aggraver le malentendu. Le vieil homme commence à essayer de s'expliquer, craignant que quoi qu'il dise, il sera difficile de convaincre Cathal. À la surprise générale, Cathal se rend compte que le voleur est un vieillard et se dit, bon sang, pour qu'un papy doive voler comme ça, l'économie du coin doit vraiment être pitoyable, alors il décide de le maîtriser et de le livrer à la justice pour améliorer son dossier. Le vieil homme décide de profiter du malentendu pour s'offrir une chance de tester la force du barbare et de s'entraîner. Sur ce, le barbare gris s'approche lentement du vieux gêneur jusqu'à se déplacer plus vite que ce que le maître de LP ne peut suivre. La vitesse de l'homme est stupéfiante, et le vieillard prend encore plus peur quand le gris s'arrête à quelques centimètres de lui et tend la main. Prenant conscience du danger, Qu'un utilise son aura pour esquiver à la dernière seconde, ce qui surprend même notre protagoniste. Le garçon trouve que le vieillard ne s'en sort pas mal du tout et semble excité à l'idée de se battre. Tandis que le maître de LP réalise que si ses réflexes avaient été ne serait-ce qu'un peu moins bons, il se serait fait attraper par quelqu'un sans la moindre trace d'aura, signifiant que la vitesse monstrueuse du barbare provient de sa masse musculaire et non de la magie. Le risque étant devenu énorme, le vieil homme renonce à tester les limites de son adversaire et décide d'y aller sérieusement à fond. Le barbare légendaire devient silencieux et disparaît à nouveau de son champ de vision, agrippant l'homme avant même qu'il ne puisse réagir, malgré ses sens aiguisés. Cathal serre la main du vieillard, qui a l'impression que son bras est coincé sous un éboulement. La puissance du jeune homme atteint un niveau si colossal qu'il est impossible de rivaliser avec. Face à cela, le vieillard décide de libérer toute la puissance de son aura. Cathal ressent l'aura du vieillard, qui se tourne vers le héros et lui assène un coup puissant pour s'échapper. Avec un peu d'aura résiduelle sur sa main, tout ce que notre barbare se dit c'est que les criminels de nos jours sont vraiment d'un autre niveau, pensant toujours avoir affaire à un voyou. Le vieil homme s'est enveloppé d'un mana si puissant que seule l'élite pourrait le maîtriser. Et pourtant, le héros le prend toujours pour un vulgaire voyou des rues. Le vieil homme aguerri par les combats a manifesté une frappe de mana capable de trancher l'acier massif comme du beurre, mais le protagoniste est complètement intact, sans la moindre égratignure. Qu'un est incrédule, se demandant comment le corps de notre héros peut être assez blindé pour résister à ces manifestations sans la moindre protection. Cathal, de son côté, veut déjà en finir avec ce combat sur le champ et arrêter les petits jeux. Le maître de LP s'apprête à dégainer sa lame, mais sans surprise, il n'a même pas le temps, car le héros l'arrête du petit doigt, avec un sourire qui dit « C'est fini, papy », au grand désespoir du vieillard. Le vieil homme essaie quand même de forcer, mais l'épée ne bouge pas d'un centimètre. En voyant l'autre main s'approcher rapidement, le vieil homme se prépare à sa propre fin. Un peu plus tard, notre héros porte le vieillard sur son épaule en se disant « Ouah. C'est donc ça, un criminel dans un monde fantastique. » Le capitaine de la garde est livide, incapable de croire ce qu'il voit. Pourquoi diable le maître de LP Qu'un était-il là? Et pire encore, ce barbare a-t-il vraiment attaqué Messire Qu'un? Mais le monde du pauvre capitaine s'effondre quand Kata lui explique avoir attrapé un criminel, et demande naïvement si le livrer à la garde améliorera son dossier de mercenaire. Bon sang, le garde est plus perdu qu'autre chose et essaie de repasser cette scène surréaliste dans sa tête pour voir si ça a un sens. Le maître de LP Qu'un, un surhomme de premier rang, a été capturé par un barbare d'une manière assez humiliante. Le garde tente de lui expliquer que ce vieil homme n'est pas un criminel, ce qui pousse le barbare gris à croire que le capitaine est un complice corrompu. Sauf que le soldat claque des talons et rend les honneurs au seul et unique maître de LP du royaume de Juantra, Messire Qu'un. Les rouages commencent à tourner dans la tête du barbare gris, qui ne comprend pas comment quelqu'un avec un titre aussi prestigieux pourrait être un criminel, et tente d'expliquer au garde que c'est impossible car le vieillard a essayé de voler ses pièces d'argent durement gagnées. Le garde explique qu'il reconnaîtrait le visage de cet homme n'importe où, mais refusant de lâcher sa prise, Cathal demande s'il ne pourrait pas s'agir d'une sorte de magie de déguisement. Le garde répond que si quelqu'un possédait une magie aussi puissante, il serait de toute façon un maître de LP. Et Cathal demande si maître de LP ne serait pas un titre honorifique pour les criminels. Sauf que, vu que poser cette question n'a absolument aucun sens, notre héros finit par comprendre que l'homme est vraiment un maître.
Le garde promet de faire un rapport sur cette situation pour le moins confuse au seigneur de la ville. Au manoir, le seigneur est terrifié d'apprendre que Kain a perdu le combat. Dans un autre coin du palais, notre héros s'excuse de ne pas avoir laissé le vieillard s'expliquer, et le vieux maître d'armes s'excuse de n'avoir rien dit sur le moment. L'embarras de cette situation surréaliste installe une atmosphère pesante entre deux. C'est dans cette ambiance que le seigneur entre dans la pièce, accompagné du capitaine de la garde, incapable de croire que le vieil homme ait pu perdre un duel. Et cela ne peut signifier qu'une chose, la puissance du barbare dépasse le niveau d'un maître de LEP. Il est de notoriété publique qu'il existe des niveaux de puissance supérieurs à ceux des maîtres de LEP, et comme le vieux Kain n'a reçu ce titre que récemment, il se trouve encore au bas de l'échelle de ce rang. Mais tout de même, un maître épéiste doit mériter le titre de maître de LEP, et un barbare l'a vaincu, ce qui fait de notre héros une force presque inarrêtable. Le seigneur marque une pause et leur explique qu'il va les laisser seuls pour dissiper ce malentendu, en leur demandant d'en discuter entre eux. La porte se referme et l'atmosphère pesante de tout alors persiste. Les deux hommes se dévisagent en silence. Pour Kain, il est humiliant d'avoir perdu aussi lamentablement, et sa fierté en a pris un coup. Mais comme garder le silence ne va pas l'aider, il se présente comme étant le maître de LEP Kain. Katal demande si c'est un nom de famille ou un titre, et Kain lui explique qu'une fois le statut de maître de LEP atteint, les noms de famille n'ont plus d'importance. Le barbare lui demande si ce qu'il a utilisé pendant le combat était une technique de maître épéiste. Kain comprend de quoi il parle et lui montre son aura verdâtre. Katal n'y avait pas prêté grandement attention, pensant qu'il ne s'agissait que d'une ruse de criminel. Mais maintenant qu'il sait qu'il s'agit d'une compétence de maître, ça l'intéresse. Le vieillard boiteux lui fait savoir qu'il s'agit de l'aura, la manifestation physique du pouvoir arcanique. Émerveillé, notre héros se remémore le combat et est surpris de comprendre que c'est cette aura qui a permis à l'homme de lui échapper. Emballé, le barbare gris lui demande comment on utilise l'aura. En résumé, il faut maîtriser son énergie arcanique pour pouvoir la manifester. Et c'est un peu comme la magie, une énergie mystique qui peut se matérialiser sous diverses formes. Les épéistes utilisent l'aura, tandis que les mages la manifestent sous forme de mana. Après avoir compris cela, le barbare demande à apprendre à utiliser ce pouvoir arcanique, car il ne saisit toujours pas comment ça marche. Aucune pression. Pas vrai? Sauf que ce qui perturbe Kain, c'est, ce gars a-t-il vraiment besoin d'aide? Le barbare lui explique qu'il ne possède ni compétences ni technique. Il sait juste comment balancer ses bras dans tous les sens, et c'est tout. Retrouvant un peu de son ego, Kain se rappelle qu'il n'a même pas pu dégainer son épée, alors qu'il est un maître épéiste. Il décide donc de devenir le maître du garçon pour lui montrer à quel point il est génial. Alors Kain accepte et lui explique qu'il est un maître de LEP, et que sans son arme, il ne vaut que la moitié de ce qu'il devrait être. Sans se rendre compte qu'il se montrait insultant, notre héros lui répond qu'il avait bien remarqué qu'il était pitoyablement faible parce qu'il n'utilisait pas son épée, d'autant plus que se faire qualifier de maître épéiste faiblard prouvait que quelque chose clochait. Et il reste convaincu que le vieillard l'aurait emporté s'il avait utilisé son arme. Le vieil homme, bien qu'il voit le jeune homme impatient de commencer, s'inquiète de savoir si son estime de soi va y survivre. Avant d'être réincarné, notre protagoniste a pratiqué l'escrime. Mais désormais, ce que maîtrise Kain est une véritable technique à l'épée digne d'un monde fantastique, avec du pouvoir arcanique et tout le reste. L'entraînement commence. Le maître d'épée Kain fait son discours d'introduction en expliquant que sa technique est un mélange de réalité et d'illusion, comme ce qu'il a montré lors du combat contre le chevalier du Seigneur. Katal se souvient que l'épée semblait se diviser en 3 copies, mais qu'elle paraissait toute réelle, et c'est bien ça la manifestation physique. Ce genre de pouvoir relève plus de la prouesse technique que de la force brute, puisque l'art de l'épée consiste à fusionner l'arme avec l'aura arcanique, et seul celui qui maîtrise cela à la perfection devient un maître d'épée. Pour le démontrer, Kain projette son aura sur l'épée et notre héros s'emballe complètement. La situation est plutôt bizarre pour le vieil homme, qui se retrouve à enseigner le maniement de l'épée à un barbare. Mais le maître d'épée continue d'expliquer que l'idée de la manifestation physique de la réalité et de l'illusion peut sembler un peu difficile à comprendre, alors c'est plus simple pour lui de faire une démonstration. Grâce au contrôle de l'aura à travers l'épée, le sol se fracture sous l'attaque qui se divise ensuite en 5 entailles similaires après l'impact. Cette attaque laisse le barbare très surpris puisque les 5 frappes divisées foncent droit devant et causent d'énormes dégâts sur le mur. Le maître explique qu'il existe de nombreuses techniques capables de créer des illusions avec l'aura, sauf que leur donner une forme physique est un exploit que seul un épéiste peut accomplir. Et le jeune homme se souvient de la technique utilisée par l'homme pendant le combat, qui était une technique arcanique. Mais Katal l'interrompt en disant qu'il pense pouvoir faire ça aussi. Ce qui laisse le vieil homme sans voix, vu qu'il lui a fallu un entraînement intensif pour atteindre ce niveau, il est donc impossible que quelqu'un puisse l'apprendre et la copier juste en regardant. Pas vrai? Notre protagoniste décide de prouver ce qu'il avance, dégaine sa hache, se met en position, et se met tout simplement à attaquer à plusieurs endroits avec une vitesse phénoménale. Évidemment, cela n'a rien à voir avec l'utilisation de l'aura. L'homme balance juste sa hache très vite jusqu'à réussir à reproduire une version piratée de l'attaque aux 5 lames en utilisant que sa vitesse pure et sa force brute. L'impact de l'attaque est explosif et laisse le maître Kain stupéfait. Avec sa hache encore fumante, notre héros demande à l'homme comment il s'en est sorti. Cela ressemblait vraiment à l'attaque illusoire du vieillard,
mais exécutée uniquement grâce à une force et une vitesse surhumaines. Le vieil homme répond que le jeune homme a accompli un tour de force, mais que ça manquait de technique, sauf que le héros lui explique que le résultat est le même et que ça marcherait dans un vrai combat. Pour le barbare, seul le résultat compte. Et même s'il a raison, c'est profondément humiliant pour le vieillard. Sauf qu'il n'est pas prêt à s'avouer vaincu et décide de lui montrer une autre technique, la séparation corporelle, qui projette des copies dans plusieurs directions. Avec cette technique, la destruction causée est immense, et la zone autour d'eux se transforme en un véritable cratère. Le vieillard explique que séparer son corps de cette façon nécessite un contrôle et une maîtrise de l'aura gigantesque, défiant ainsi notre héros de le reproduire. Et bien sûr, le barbare se met en position, s'éloigne un peu du maître, et empoigne sa hache. Il réplique la technique en abusant de sa force brute et de sa vitesse. Cain est abasourdi lorsque le barbare génère un champ de vent et de lame qui se transforme presque en un ouragan de purs dégâts de zone, causant d'énormes destructions à la pauvre arène. Après ça, il a encore le culot de demander au pauvre maître, allongé là incrédule et sans la moindre once de fierté restante, ce qu'il en a pensé. Après avoir vu l'œuvre de sa vie et sa technique copiée sans même utiliser d'aura, l'homme n'a tout simplement plus de mots ni de fierté. Le vieillard est complètement anéanti, extrêmement bouleversé. Et pour couronner le tout, notre barbare légendaire déclare qu'il est émotionnellement très fragile. Calmement, le barbare lui explique que la capacité de l'homme est remarquable, alors que tout ce que Catal a fait, c'est balancer sa hache très vite. Ce que l'homme a démontré n'était pas juste une illusion comme ce qu'a fait notre héros, mais quelque chose de bien réel. Le résultat d'une maîtrise que le barbare ne pense pas pouvoir atteindre. Et au fond de lui, le maître sait qu'il a raison. Cette technique a toujours de la valeur. Transformer l'illusion en quelque chose de tangible est un exploit exclusif à Cain. Le problème ne venait pas de la technique, mais plutôt de la vitesse monstrueuse et anormale du barbare, qui dépasse tout ce dont un humain devrait être naturellement capable. Sauf que, interrompant ce fil de pensée, notre héros se montre humble et demande à apprendre la véritable technique. Cain s'excuse d'avoir laissé ses émotions troubler son jugement et se ressaisit, en expliquant qu'avant la technique, le jeune homme doit apprendre à contrôler l'aura. Sauf que même pour contrôler l'aura, il doit d'abord comprendre les arcanes. Pour être un épéiste, une sorcière ou un mage, il faut éveiller les arcanes. La seule exception concerne ceux qui possèdent un pouvoir divin, comme les paladins et les clercs. Le pouvoir divin est accordé par les dieux et ne dépend pas d'une quelconque compétence. Alors que les arcanes sont un pouvoir mystérieux qui réside en chacun de nous, la différence réside dans la manière dont on utilise ce pouvoir. Donc, la clé pour utiliser l'aura, le mana, ou contrôler d'autres pouvoirs de ce monde fantastique, c'est de comprendre les arcanes. Les arcanes comptent 5 catégories. La première, à la base, est la perception, la capacité de ressentir et de comprendre l'arcane lui-même. En d'autres termes, tout le monde n'est pas capable de ressentir les arcanes. C'est ce qu'on appelle la fameuse troisième classe. La capacité d'utiliser le mana est divisée en 5 niveaux, la troisième classe étant la plus faible de toutes. Notre héros se rappelle que Mélina avait dit la même chose dans la calèche il y a des années. Troisième classe, deuxième classe, première classe, surhumain, et héros. Maintenant, notre protagoniste a enfin compris ce qu'elle voulait dire à l'époque. Cain ajoute que ce n'est qu'une classification pratique, car au sein d'une même classe, l'écart entre les individus peut être très grand, et parfois la différence entre les niveaux n'est pas flagrante. Les explications terminées, le vieil homme décide de commencer l'entraînement en exerçant la perception arcanique. Le maître dit à Catal de fermer les yeux et de déployer ses sens au maximum. Ressentir les feuilles et le vent, le contact avec la terre, le balancement des arbres, et au milieu de tout ça, une présence unique. Le barbare s'y essaie, sauf qu'il ne semble rien pouvoir ressentir du tout. Ce n'est pas vraiment ce que le vieil homme s'attendait à entendre, lui qui croyait que ce serait plus facile pour quelqu'un avec la force du barbare gris. Ce n'est pas une règle absolue, mais ceux qui sont forts même sans mana ressentent généralement les arcanes plus facilement, et c'est peut-être lié aux terres de glace. Le barbare explique qu'aucun autre barbare de sa connaissance n'a jamais semblé ressentir une telle chose. Eh bien, ce n'est pas comme si ressentir les arcanes était un exploit si simple non plus. Le vieillard a donc l'idée de canaliser un peu d'énergie dans le réincarné pour ouvrir ses canaux. Autrement dit, c'est presque comme une transfusion d'aura ou du moins quelque chose dans ce goût-là. Excité, notre protagoniste accepte sans hésiter. Le vieillard se lève et demande au héros de se détendre et de concentrer ses sens sur son propre corps pendant qu'il effectue la canalisation. Cain est impressionné par la dureté de ses muscles qui ressemblent presque à de la roche solide, comme si sa masse musculaire avait été compressée jusqu'à en devenir hyper dense. Le héros demande ce qui se passe, et le vieillard admet qu'il a été un peu distrait, avant de commencer à guider le flux de l'aura. Il prévient notre héros qu'il va essayer de trouver la voie pour éveiller son mana intérieur, ce qui ne devrait pas être trop difficile. Sauf que de toute évidence, ce ne sera pas une partie de plaisir, et l'homme prend peur, tout bonnement incapable de trouver le moindre canal de mana à l'intérieur du héros. En réalité, ce n'est pas qu'il ne le trouve pas. C'est juste que l'homme ne parvient pas à l'atteindre. Il a beau étendre son aura autant qu'il peut, c'est comme plonger dans un vide immense. Il ne touche rien du tout. Il sent que s'il plonge plus loin, il finira broyé par la pression de ce vide. Alors Cain abandonne en disant que ça ne marchera pas. Bien sûr, en entendant ça,
notre héros comprend qu'il n'a aucun talent pour apprendre tout ça. Mais le vieillard lui répond que ce n'est pas ça. Canaliser l'aura ne suffit pas. Il doit trouver la voie intérieure et éveiller le pouvoir qui y sommeille. Le problème dans ce cas précis, c'est que le vieil homme n'arrive tout simplement pas à trouver ce chemin. Notre barbare est presque découragé, persuadé qu'il ne pourra même jamais ressentir les arcanes, sauf que ce n'est pas tout à fait ça. Le maître lui explique qu'il ne peut tout simplement pas confirmer si le jeune homme possède ou non un canal de mana, parce que son corps n'est pas naturel. Sa densité est trop élevée pour que l'aura de Kain puisse s'y enfoncer bien loin, agissant comme un bouclier qui interfère avec le mana. Puisque même un maître d'épée ne peut l'aider, Katal commence à perdre espoir, croyant qu'il n'éveillera jamais son pouvoir arcanique. Sauf que Kain ne peut pas affirmer si ce canal existe ou non chez le héros. Pour le vieil homme, notre protagoniste pourrait chercher un maître plus doué ou visiter la tour des mages, avant de s'excuser de ne pas pouvoir l'aider davantage. Il y a au moins encore de l'espoir, et le jeune homme s'y accroche pour le moment. Le barbare le remercie. Au moins, il a beaucoup appris de lui. Kain avait déjà rencontré quelques barbares, mais ils étaient tous incontrôlables. Ils pillaient et menaient une vie violente. Sauf que notre protagoniste est différent, c'est pourquoi Kain lui demande s'il a déjà pensé à rejoindre le royaume. L'homme explique que si le barbare gris prêtait allégeance au royaume, il obtiendrait un rang, et qu'avec sa force, il monterait très vite en grade. Le maître propose même d'être son parrain. Notre héros refuse car il n'a pas envie d'être lié à un seul endroit. Si le barbare prêtait allégeance, ils auraient le pouvoir de faire s'effondrer le contrôle de l'Empire. Kain lui demande si même un titre de noblesse ne tente pas le jeune homme. Sauf que ce que notre protagoniste veut vraiment, c'est être libre. Très bien alors. Le maître accepte la décision du garçon. Même s'il refuse l'offre, le barbare gris remercie le maître pour toute sa gentillesse. Pensif, le maître d'armes arpente les couloirs, convaincu que l'idée d'avoir le moindre contrôle sur Ketal, un barbare qui n'en fait qu'à sa tête, est tout bonnement impossible. Il pourrait même collaborer avec les autres, mais il a ses propres convictions. Ce qui le rend encore plus dangereux, c'est de ne pas savoir exactement ce qui se passe dans sa tête, lui qui vient d'une zone démoniaque. En soupirant, Kain se demande ce que l'empereur fou avait dans le crâne quand il a essayé de conquérir les plaines glacées. Le maître vient parler au seigneur, et il semble que l'empereur actuel veuille vraiment conquérir les terres glacées. Kain explique que des gens meurent au nom de missions de reconnaissance et que la situation est grave. Le maître avoue ne pas trop comprendre pourquoi il voudrait dominer les zones démoniaques alors qu'ils n'ont même pas encore conquis tout le monde humain. Et le seigneur réalise que ce n'est qu'une question de temps avant que ces terres ne soient aussi sollicitées pour de telles missions, et qu'ils doivent se préparer. Le monde devient fou. Et pour couronner le tout, l'empereur a une case en moins. Le seigneur est surpris. Quelque chose que Kain a dit lui a fait réaliser une chose. Les rumeurs pourraient être vraies. Les démons ont commencé à s'agiter. Les évasions de démons ne sont pas normales. Et bien que rien ne soit encore confirmé, il semble que la contamination des zones démoniaques se propage, ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose. Et quoi que ce soit, cela pourrait mettre l'humanité en danger. Sauf que peut-être, de tout ce qui arrive d'étrange, la chose la plus bizarre de tout est notre barbare parmi eux. Kain demande ce que le noble en pense, et le seigneur est satisfait que le barbare gris ne soit au moins pas un ennemi, mais c'est bien la seule chose qu'ils peuvent savoir. Le lendemain, notre héros se promène dans la ville. Et malheureusement, il semble que tout le monde ait encore peur de lui, se cachant ou s'éloignant sur son passage. Remarquant cela, il se dit que c'est peut-être à cause de ses vêtements. Peut-être qu'il fait peur parce qu'il ne porte pas de vêtements civilisés. Puisque c'est le cas, il est temps de trouver de nouveaux vêtements pour le barbare gris. La boutique du tailleur propose des vêtements et des tissus de première qualité. Notre héros passe la porte et le tailleur a une belle frayeur en voyant cette montagne de muscles devant lui demander à acheter des vêtements. L'homme s'excuse mais explique qu'il n'a rien d'assez grand pour le jeune homme, à moins de passer une commande sur mesure. Katal est plutôt emballé par l'idée et accepte de se faire quelque chose sur mesure. L'homme le prévient qu'il le contactera quand ce sera prêt, tout en se préparant mentalement à mourir violemment s'il ne confectionne pas des vêtements au goût du jeune homme. Comme les vêtements mettront encore un peu de temps à être prêts, notre héros se dirige vers la guilde. Mais en chemin, il trouve un joyau bleuâtre sur le sol et le ramasse. Ça pourrait être une pierre précieuse, et une belle en plus, qui semblait même renfermer un océan en elle. Il la met de côté pour l'instant et décide de se renseigner à son sujet à la guilde plus tard. À l'intérieur, le jeune homme demande à Rosa si elle sait ce qu'est cette pierre qu'il a trouvée dans la rue, car elle ne ressemble pas à une pierre normale. La jeune fille commence à l'examiner. La surface de la pierre est lisse et semble avoir été taillée et polie. Alors qu'elle cherche un nom ou une marque, l'éclat de la pierre semble plonger la fille dans une transe, lui donnant un air très étrange. Heureusement pour Rosa, notre héros claque des doigts pour la tirer de sa transe, et elle est un peu étourdie par ce qui s'est passé. Katal lui demande si ça va, et elle répond qu'elle semblait être en transe à cause de la sphère, mais demande de laisser tomber pour le moment. La jeune fille explique que l'orbe est bizarre et semble dégager une énergie étrange. Le barbare décline l'évaluation de sa valeur et explique qu'une partie du plaisir sera de mener l'enquête lui-même, avant de demander la liste des missions du jour. Rosa lui tend une liste de tâches simples et notre gars semble satisfait. La nuit tombe et ce fut encore une bonne journée honnête et satisfaisante pour lui. Mais l'orbe reste tout de même intrigant. Rosa avait vraiment l'air d'être en transe, alors il y a anguille sous roche. En se concentrant un peu,
Cathal parvient à entendre une voix provenant de l'orbe qui l'appelle. Cathal se retrouve à l'intérieur de son propre esprit, entendant l'appel de la pierre, qui projette par chance une carte pour lui. De retour dans sa chambre, vu que le jeune homme n'a rien de mieux à faire, il décide de suivre la carte. Le garçon suit la voie tout en se plaignant du viens à moi répété à l'infini dans sa tête. Après avoir marché un peu, il tombe sur quelque chose, une grotte dégageant une énergie sinistre, clairement pas un piège. Quand il entre, une créature ressent la présence du héros. Cathal demande où se trouve le corps derrière la voie du joyau. La créature observe le barbare de loin, excité par ce nouveau sacrifice qui entre de lui-même pour servir d'offrande. Il semble que ce squelette en robe magique ait déjà fait 10 victimes avec cette méthode, et tout porte à croire qu'il cherche une résurrection complète. À l'époque de la Grande Guerre, un mage maléfique manipulait les rois et tirait les ficelles de l'histoire jusqu'à ce qu'il soit traqué par des héros pour ses actes malveillants. Le problème, c'est que le mage avait déjà transféré son âme dans un totem, ce qui veut dire qu'il est devenu une liche, ces êtres immortels jusqu'à la destruction de l'objet contenant leur âme. Mais comme personne ne veut n'être qu'un tas d'eau pour l'éternité, la liche a planifié sa résurrection. Et puisqu'il avait besoin de sacrifices pour être ressuscité, il a choisi une petite ville et a commencé à attirer des sacrifices peu à peu. Les sacrifices sont offerts au noyau de mana pour le ressusciter et lui permettre de conquérir le monde une fois de plus. La liche semble troublée par la présence du barbare. Il a choisi un endroit reculé pour pouvoir faire croître son pouvoir en secret. Étant donné que la ville est petite et éloignée, c'est inhabituel pour la liche de voir un barbare, mais c'est encore mieux. Une plus grosse offrande fera parfaitement l'affaire. D'après le squelette, l'orbe n'attire que ceux qui ne se sont pas encore éveillés aux arcanes. Donc pour le monstre, le barbare n'est qu'une personne ordinaire même s'il ne semble pas affecté. Adoptant une pose de parfait méchant, la liche interpelle le héros. Notre héros se trouve devant une grande porte, et lorsqu'il entre, il se retrouve face à face avec ce squelette aux yeux bleus brillants comme des sables, portant une immense cape de mage et l'attendant avec un bâton plutôt cool. Le héros est enchanté de voir une véritable liche. Seuls les mages qui atteignent les extrêmes deviennent des liches. C'est l'un des types de méchants les plus coriaces dans les mondes fantastiques. Le monstre demande ce qu'est le garçon et comment il n'a pas été envoûté par l'orbe. Avec cette question, notre héros réalise que c'est ainsi que la créature a attiré ses victimes. La liche est perplexe. Comme elle ne ressent aucun pouvoir arcanique chez le garçon, il pourrait utiliser un équipement de protection mentale assez puissant pour bloquer les sens de la liche, sauf que le barbare n'utilise rien du tout. Il a à peine des vêtements sur le dos, sauf que la liche ne croit pas à ça. Et elle affirme que si le héros était tombé sous le charme, il aurait eu une mort bien plus paisible. Et tout en transformant les os de ses victimes en squelettes, le monstre promet d'humilier le barbare légendaire et envoie ses sbires à l'assaut. Les squelettes chargent pour attaquer, mais notre héros comprend ce qui se passe. Et juste au moment où l'un des morts-vivants s'apprête à attaquer, le barbare lui donne une simple claque et désintègre le monstre. La liche en est même surprise. Mais le barbare gris se plaint juste que les bêtes sont trop fragiles. L'ego blessé, le mage mort-vivant en réanime quelques autres et leur ordonne de lui arracher les bras et les jambes, mais de le garder en vie pour servir de sacrifice. Mais puisqu'un squelette n'a pas fait le poids, en envoyer plus n'allait pas marcher non plus. Et d'un seul coup, voilà un autre monstre qui vole en éclats, puis encore un autre. Un troisième se prend un coup de pied pour varier un peu les plaisirs, et un dernier est projeté au sol. La liche ouvre si grand la bouche de surprise qu'il ne lui manque plus que la mâchoire qui tombe par terre. Cathal s'est souvenu du conseil de Kaizen, si on attaque et détruit la tête, les monstres s'effondrent. Honnêtement, le barbare légendaire est déçu. Il pensait que la liche invoquerait au moins des morts-vivants ou des chevaliers squelettes plus forts, mais de simples petits squelettes basiques, c'est de l'arnaque. Sa fierté blessée, la liche déclare qu'elle arrête d'être gentille et invoque un chevalier squelette, ce qui fait redite pour notre héros, mais il trouve ça intéressant d'en revoir un dans une situation pareille. Vu que l'armure et l'origine sont différentes, Cathal se dit que ça pourrait être intéressant. La liche donne l'ordre, et le chevalier squelette charge en avant, sauf que notre héros est simplement excité de voir ce dont est capable un chevalier créé par une liche. Le chevalier squelette fonce, attaquant d'un coup d'épée que notre héros esquive pour riposter d'un coup de poing là où se trouverait son estomac si un squelette en avait un. La créature est projetée au loin, provoquant une assez grosse explosion à l'impact. À notre grande surprise, il ne l'a pas tué du premier coup. Et de la fumée sort le squelette, son armure fissurée. Mais aussi vivant qu'un squelette puisse l'être, montrant qu'il est un peu plus résistant que les autres. La liche lui dit de libérer son mana, et l'un des monstres commence à avancer vers notre héros, recouvert de mana. Le squelette avance désespérément, se rapprochant tout en étant recouvert de mana. Sauf que le barbare gris serre les poings et assène un coup direct sur le crâne du chevalier squelette, projetant l'entité au loin dans un nouvel impact destructeur. Maintenant, la liche a enfin réalisé dans quel pétrin elle s'est fourrée. Le chevalier squelette était inhabituel, mais au final, le résultat fut le même. Notre protagoniste s'approche de la liche, demandant si le mage a déjà fini. La créature se demande qui il est, puisque le garçon ne semblait avoir aucune magie arcanique éveillée, ni aucun artefact pour le cacher ou le protéger. L'homme a vaincu le chevalier squelette et s'est protégé de son influence par la seule force brute. Réalisant que cela devrait être impossible, la liche admet que le barbare est spécial. Et pour cette raison, la créature décide de se battre en face à face.
Déployant une aura noire à travers la pièce, le mage nécromancien déclare que ce sera un honneur pour notre héros. Les ténèbres se répandent autour du jeune homme, plongeant toute la pièce dans l'ombre. Commençant ses jeux psychologiques, la liche demande si le barbare a peur et dit que c'est le prix à payer pour l'invasion du héros. Sauf que Catal répond simplement qu'il n'est venu que grâce à l'orbe qu'il a appelé, et demande si le grand gaillard n'avait pas dispersé ses sphères un peu partout pour attirer les gens. Donc c'est vrai. Sans ces orbes, personne n'aurait été sacrifié et notre héros ne serait pas entré là non plus, donc ce n'est pas vraiment une invasion. La liche a perdu cet argument mais dit au barbare de se taire, déclarant être Cardo Brinulusques, un mage suprême qui a ruiné 5 royaumes, et toutes ces bêtises de méchants. Mais ce qui surprend le barbare, c'est le nombre de noms de famille que les gens ont dans ce monde, en se rappelant le nom à rallonge de la reine des elfes. Invoquant un sombre pouvoir de son bâton pour tirer, la liche dit que le héros sera la pierre angulaire de la renaissance du mage. L'explosion tournoie de manière hypnotique, attirant l'attention de Catal. La magie de cette liche contrôle les émotions humaines, piégeant ses victimes dans un état mental brisé, c'est pourquoi la créature pense que le protagoniste de l'histoire n'a aucune chance. Le monstre réfléchit déjà à ce qu'il va faire du héros et veut étudier le jeune homme. Pour découvrir la source de ses défenses impressionnantes et en claquant des doigts, il invoque davantage de squelettes pour capturer le barbare gris vivant. Sauf que lorsque le squelette s'avance, notre héros montre qu'il n'était pas du tout paralysé et le botte au loin comme un ballon de foot, éliminant le monstre et causant une immense terreur dans le cœur de la créature. En voyant la destruction causée, la liche n'y comprend plus rien. Le sort de contrôle mental n'a-t-il pas fonctionné? Catal demande si l'attaque de la liche consistait vraiment juste à rester là sans rien faire, en envoyant encore de petits squelettes, parce que c'est plutôt ennuyeux. Un autre coup porté à la fierté du grand mage mort-vivant. Les humains sont guidés par le cœur et les émotions. Peu importe leurs efforts, au fond, tout le monde porte en soi de la négativité. Donc il ne devrait pas être possible de résister à la magie de contrôle émotionnel, sauf que le barbare est différent. Et en plus d'être toujours debout, il demande même si la liche ne peut pas utiliser un pouvoir plus cool comme une boule de feu, des projectiles magiques ou sectum sempra, sauf que le mage en a déjà ras-le-bol et invoque de la magie très lourde. La liche crée un orbe de ténèbres et ordonne que cette magie dévore toute lumière et plonge le monde dans l'obscurité. Bon sang. Enfin, Catal est excité. Un sort cool à affronter. Avec une main squelettique géante et un effet glitch plutôt cool, la liche ordonne que notre héros soit consumé, alors que les ténèbres fondent sur le barbare avec un jet sombre de destruction. Triomphant, le mage déchu au nom à rallonge que l'auteur a déjà oublié crie victoire, lâche un rire maléfique et s'étouffe avec, disant qu'il a exagéré cette fois et a fini par consommer trop de mana qui maintenait son corps. Sauf que puisqu'il n'y aurait plus d'histoire si le méchant gagnait ici, bien sûr, le barbare est toujours debout, et pire encore pour la pauvre liche. Il est complètement intact, demandant si c'était tout ce que le mort-vivant avait à montrer. Maintenant presque à court de mana, la liche est juste stupéfaite que même ça n'ait pas marché. Le sort que la liche a utilisé là a été l'apogée du contrôle émotionnel, conçu pour briser l'esprit même du héros le plus fort. Catal commente même que la magie semblait impressionnante, mais qu'il n'a rien ressenti du tout. Pour donner des sueurs froides aux os de la liche, le légendaire barbare gris sort sa hache et dit « Mais si c'est la fin de ton petit spectacle, je crois que c'est à mon tour maintenant. » Le gros crâne a complètement pété les plombs et a relié les points de la manière la plus absurde possible, disant qu'il comprenait tout maintenant, ce qui laisse le protagoniste assez confus. La liche explique qu'il comprend maintenant que notre héros s'est pointé en sachant déjà qui était le monstre. Et cela ne peut signifier qu'une seule chose, que l'Empire était mort de peur de la résurrection du monstre, au point de découvrir sa cachette. Ricanant, la liche déclare que peu importe leur intelligence, il se relèvera toujours pour dominer la Terre. Dans la tête du méchant, tout est logique. L'Empire est connu pour être la patrie des héros et des talents remarquables. Donc l'Empire a dû créer notre barbare gris comme le parfait assassin, conçu uniquement pour tuer la liche. Narcissique? Pas du tout. Malgré tout, le monstre prévient qu'il va tuer le héros et dominer l'Empire. Catal ne comprend pas un traître mot de la créature. Et ce n'est pas à cause d'un manque de lèvres. C'est juste un manque total de cohérence. Une amphore magique apparaît, brillant d'une lueur bleue sous l'effet de la magie de la liche. L'idée du méchant maintenant est de prendre le corps du barbare pour lui-même, en dévorant son esprit. L'inconvénient est que la créature devra vivre dans ce corps pour toujours, à moins de redevenir une liche. Mais il ne voyait pas d'autre choix. Sauf qu'à l'intérieur de la tête de Catal, la liche remarque quelque chose d'étrange. Le monde mental de notre héros exerce une pression si immense que le méchant sent son propre esprit s'effondrer. Maintenant, ses folies des grandeurs s'évanouissent alors qu'il découvre que cet homme n'a jamais été un assassin envoyé par l'Empire. Tout simplement parce que personne n'aurait eu la capacité de créer quelqu'un comme notre protagoniste. Réalisant qu'il ne pourrait jamais s'emparer de l'esprit de Catal, la liche, en disparaissant, prononce comme dernier mot un discours confus et sincère. Et à l'extérieur, le barbare est tout aussi confus puisque, du propre point de vue de Catal, la liche a fait une sorte de magie sur elle-même et est juste tombée raide par terre. Le barbare légendaire est un peu déçu. La magie noire de la créature était cool, mais une liche était censée être la forme finale d'un mage fou. En regardant le pot par terre, Catal accepte simplement que les liches de ce monde fantastique sont un peu faibles, honnêtement.
Le barbare compte cela comme s'il venait de terminer un donjon et s'empare du bâton du mage, pensant que s'il utilise l'objet, il pourrait peut-être lui aussi lancer des sorts. Ensuite, il sort le joyau bleu, et d'après son expression, il semble que ce soit par accident, et l'empoche avant de se dire que s'il appartenait à une liche, l'amphore qu'elle a invoqué est peut-être le réceptacle de l'âme du mage. Il décide donc d'apporter la jarre à Rosa pour l'analyser, et regarde autour de lui à la recherche de quoi que ce soit de vaguement suspect avant de quitter les lieux. Il ne faut pas longtemps à notre héros pour trouver un étrange seau flottant rempli d'une aura sombre et il pense que c'est une salle secrète. D'un seul doigt, il brise déjà le seau, prouvant qu'il avait raison à propos de cet endroit. Ce n'était pas juste une salle secrète ordinaire, car elle était remplie de personnes emprisonnées. C'était la salle des victimes pour les sacrifices de la liche. Le cerveau simple du barbare ne comprend pas tout à fait, mais il avance dans la salle secrète en se demandant qui sont ces gens. Tout le monde là-bas semblait être dans une transe complète. Ne sachant que faire, le héros décide de retourner en ville, puisqu'en expliquant tout, ils enverront probablement quelqu'un capable d'aider ces gens. De retour à la guilde des mercenaires, le barbare apporte les objets pour que Rosa les évalue. La fille est surprise par le retour plus tôt que prévu du héros, et semble déjà beaucoup moins effrayée par lui. Catal explique qu'il a dû s'occuper de quelque chose, laissant la réceptionniste un peu confuse. Le barbare explique tout ce qui s'est passé depuis qu'il a trouvé l'orbe la veille. Rosa pense que c'est une blague, surtout parce que ça n'aurait aucun sens que l'une des 5 liches du monde se trouve dans un trou perdu pareil. Sauf que notre héros pose l'amphore sur la table et dit que ça semblait être le phylactère de l'entité, lui demandant de l'évaluer. Après cela, ça fait enfin tilt pour Rosa. Le barbare ne plaisantait pas. Pendant qu'elle assimile l'histoire, Catal explique qu'il y avait des gens piégés là-bas. Il n'a pas pu les faire sortir de cet endroit car leurs esprits semblaient brisés. Donc il voulait que la guilde envoie quelqu'un pour les examiner. La femme fait le rapprochement. Il y a eu des disparitions dernièrement, mais personne n'avait pu trouver de vraies pistes. Il serait donc logique que ce soit l'œuvre d'une liche. Comprenant maintenant l'urgence de la situation, Rosa dit qu'elle va contacter quelqu'un immédiatement. Le pauvre capitaine des gardes entre dans la guilde peu de temps après, et Catal le salue, tout doux et amical. Le barbare dit qu'il s'est déjà occupé de la liche, donc le soldat peut se reposer un peu et explique la situation. Le capitaine des gardes a reconnu le nom à rallonge de la liche, et notre héros demande s'il l'a reconnu de nom. Et il semble que ce soit assez évident que oui. Le garde dit que Cardo était un homme qui a changé le cours du monde, en créant une magie capable d'altérer les émotions. Il s'en est servi pour manipuler les rois et mener le monde à sa perte. Le garde demande si ce mage est vraiment revenu sous la forme d'une liche. Et notre héros répond que oui, mais que la créature n'était pas si impressionnante que ça et qu'elle a fini par s'autodétruire. L'histoire n'a pas beaucoup de sens, alors le capitaine de la garde demande une meilleure explication. Le problème, c'est que dans la petite tête du barbare, c'est vraiment tout ce qui s'est passé. Ne sachant que dire, le garde se retourne et lui dit d'attendre, qu'il va faire son rapport au seigneur. La nouvelle stupéfie Barcan, qui demande s'il ne s'agissait pas d'un autre type de monstre. Sauf que le garde explique que d'après ce que les rescapés ont dit, c'était vraiment une liche. Et il y a toujours le phylactère, le réceptacle de l'âme dont on a parlé pour le prouver. Avec cette nouvelle, l'Empire pourrait passer à l'action et envoyer des enquêteurs à tout moment, et ce au pire moment possible puisque Maître Quin a quitté la région. Les choses s'annoncent mal pour le noble, qui ordonne des préparatifs pour envoyer un message à la capitale. Malgré ce casse-tête, Barcan se dit qu'ils ont au moins eu de la chance que ce soit le barbare qui l'ait trouvé. Sinon, les choses auraient pu être encore pires. La liche se préparait probablement à renaître, elle se trouvait donc dans des conditions très spécifiques. Malgré tout, c'est un exploit remarquable et il décide de récompenser Catal d'une manière ou d'une autre. Le plus dur sera peut-être de trouver quelque chose à la hauteur de cet exploit. Le lendemain, dès le lever du soleil, quelqu'un appelle le seigneur pour lui dire qu'il est réveillé et fait entrer les domestiques. Sauf que celle qui accourt est une servante, annonçant que Aqua, une inquisiteur du dieu du soleil, est arrivée sur les terres de Barcan. Le seigneur s'habille à la hâte, l'air complètement désespéré, jusqu'à ce qu'il aperçoive la jolie inquisitrice. Au bout d'un moment, Aqua et Barcan s'assoient. Barcan se présente et la remercie de sa visite. Aqua, l'inquisitrice du dieu du soleil, se présente également. Cette femme n'est pas inquisitrice pour rien. Elle a décapité cette guerrier qui avait vendu le rameau démon. C'est une inquisitrice si puissante que même l'Empire se soumet à l'église du soleil. La jeune femme a bien plus de pouvoir que n'importe quel seigneur ordinaire. Aqua explique qu'il s'est passé beaucoup de choses sur les terres de Barkin récemment. Le noble est soulagé que cela n'ait rien à voir avec la liche et décide de dire simplement qu'ils ont eu un petit problème dans le donjon voisin, mais que tout est déjà réglé, avant de demander la raison de la visite de l'inquisitrice, venue parler des prédictions d'un oracle divin. Sauf qu'avant de parler de la prédiction, elle demande à l'homme de lui en dire plus sur ce qui se passe dans la région, au grand désespoir de Barkin qui, sans autre choix, lui raconte tout. Ces récits choquent même Aqua, un barbare a vaincu une liche, qui était probablement le tristement célèbre Cardo Brinulusques. La jeune femme, stupéfaite, demande confirmation, et le seigneur pose le phylactère sur la table. L'inquisitrice est terrifiée en se demandant ce qui a bien pu se passer ici. Tenant l'amulette du dieu du soleil, Aqua veut savoir si ce barbare se trouve toujours sur le territoire de Barkin.
Le Seigneur explique que oui, Catal vit bien sur ces terres. Pour la jeune femme, l'existence de ce barbare légendaire semble déjà impossible. Sauf que le Seigneur explique que c'est tout à fait possible. Le barbare a même déjà affronté et vaincu le maître des Pékins en personne. Prenant conscience de la puissance de cet homme, la disciple du soleil l'interroge sur la tribu d'origine du barbare. Et Barkin répond que Catal affirme venir des terres glacées. Puisque ces terres sont une zone démoniaque, Aqua a encore plus de mal à croire qu'un être issu de cet endroit puisse être capable de rejoindre le monde extérieur, ce qui la convainc que c'est peut-être la véritable raison de sa visite. Elle se renseigne sur le barbare et demande à le rencontrer personnellement. Dans sa chambre d'auberge, notre héros se demande comment il va utiliser le joyau bleu qu'il a pris sur le bâton de la liche et décide de simplement demander l'avis d'un mage à l'avenir. En regardant par la fenêtre, il se rend compte qu'il est presque l'heure d'y aller, puisque le capitaine de la garde lui a demandé plutôt de le retrouver à l'église. Le soldat a aussi demandé au barbare de se montrer respectueux, mais Catal lui a dit de ne pas s'inquiéter. Peu de temps après, le barbare rejoint le soldat, prêt à se mettre en route pour rencontrer l'inquisitrice. Dans ce monde fantastique, il existe divers dieux qui peuvent accorder du pouvoir et même s'incarner. Ici, les églises servent à rassembler leurs serviteurs. À son arrivée, notre héros est émerveillé par la jolie petite église en briques blanches avec des détails jaunes. Le garde lui explique que quelqu'un viendra bientôt l'accompagner, et les portes s'ouvrent, révélant la beauté de l'intérieur de l'église. 3 nonnes du dieu du soleil apparaissent pour guider Catal jusqu'à l'inquisitrice Aqua. La jeune femme ne perd pas de temps, salue notre protagoniste et se présente en tant que Aqua, inquisitrice du dieu du soleil. Notre barbare gris se présente également, surpris que l'inquisitrice soit si jeune, mais confiant en ses capacités. Aqua, de son côté, tente de comprendre le sourire du jeune homme, qui va droit au but et lui demande pourquoi il a été convoqué. La jeune femme lui explique qu'il s'agit de l'incide avec la liche. Cardo était un homme terrible qui a commis d'énormes atrocités à travers le monde, il est devenu une liche, et seuls des héros ont réussi à l'arrêter. Catal lui explique qu'il a entendu tout le monde dire ça, mais que le Cardo qu'il a affronté était faible, fragile et s'est autodétruit. Le barbare ajoute qu'elle ne le croira peut-être pas, et malheureusement, il n'a que sa parole à lui offrir. L'inquisitrice répond que s'il s'agit de croire sur parole, elle demande la permission au jeune homme pour que le dieu du soleil soit le témoin de leur conversation. En gros, la divinité va observer et agir comme un détecteur de mensonges divins. Aqua précise que s'il n'est pas à l'aise, il peut refuser, sauf que ça ne dérange absolument pas Catal, d'autant plus qu'il ne veut pas manquer l'occasion de faire l'expérience du pouvoir divin et de s'entraîner. L'enthousiasme de l'homme surprend l'inquisitrice qui lui demande si cela ne le met pas mal à l'aise. Mais pour le jeune homme, il n'y a rien de dérangeant à ce qu'une divinité l'observe puisqu'il n'a rien à cacher, d'autant plus qu'il n'a pas menti sur ce qui s'est passé. L'inquisitrice entame donc sa prière en demandant que le regard protecteur du soleil se pose sur eux et révèle les mensonges et les faussetés. Une lumière divine baigne l'église et illumine toute la pièce, surprenant le barbare qui parvient à sentir cette présence aux côtés de la lumière. Ce qu'il ressent, c'est un être tellement immense qu'il est difficile de l'expliquer. Sauf que l'émotion qu'il perçoit de la part de la divinité est une pure confusion. Tous deux sont toujours sous cet éclat, et Aqua ne ressentant encore aucune réaction divine, elle décide de commencer l'interrogatoire. L'inquisitrice lui explique que dans ce pilier de lumière, le mensonge n'est pas permis. Catal comprend et accepte. La conversation commence sous le regard du dieu du soleil. Catal répond à toutes les questions concernant sa rencontre avec la liche dans le donjon, et il n'y a aucune réaction négative, ce qui signifie que tout est vrai. Dans sa tête, notre héros a juste eu la chance que Cardo se préparait probablement à sa résurrection, ce qui l'a laissé affaibli et incapable d'utiliser toute sa magie contre le barbare. Catal demande si elle a encore des doutes, et la jeune fille répond que non, le remerciant et s'excusant si elle a semblé impolie. Mais notre héros était tout simplement heureux de ressentir ce pouvoir divin. Aqua décide de poser une question plus personnelle au jeune homme. Elle veut savoir s'il vient vraiment des terres glacées. Comme ce n'est pas vraiment un secret, Catal répond simplement par l'affirmative, faisant réaliser à la jeune femme qu'il est le barbare gris des légendes de l'empereur fou. Mais notre protagoniste la surprend en voulant lui poser une question à son tour. Le garçon lui demande pourquoi elle est arrivée ici, et elle lui explique qu'elle avait une affaire personnelle. Catal veut savoir si cette affaire avait pour but de confirmer s'il était un être profane. Aqua tente d'esquiver la question, mais notre héros lui explique qu'il est très peu probable qu'une divinité apparaisse juste pour servir de détecteur de mensonges sacrés, donc ça doit être quelque chose de spécial. Comme tous deux sont toujours sous la lumière divine, l'inquisitrice ne peut pas mentir non plus. Elle confirme donc, mais explique qu'il n'était pas sa cible depuis le tout début. Il y a eu une révélation de l'oracle divin. Et lorsqu'Aqua est arrivée sur le domaine, elle a décidé de tester si notre héros était le sujet de cette révélation. Honorablement, la jeune femme s'excuse d'avoir caché ses véritables intentions au héros, ce qui ne le dérange pas, puisqu'il a aussi trouvé tout cela assez intéressant, et il lui demande de poser une dernière question. Catal veut savoir ce qu'était la révélation divine. Compte tenu de la situation de l'inquisitrice, elle décide de lui en faire part et d'expliquer une chose qu'aucun lecteur ne peut encore savoir, afin de préserver le mystère de l'histoire. Quelque temps plus tard, Barkin va voir l'inquisitrice. Le seigneur lui fait remarquer qu'elle a l'air incertaine et la jeune femme lui explique qu'elle a rencontré le barbare,
mais qu'elle est ressortie de cet entretien encore plus perplexe qu'avant. Notre héros vient bel et bien des terres glacées. Même si elle n'a pas appris grand-chose sur cet endroit, elle a pu confirmer qu'il en venait. Le seigneur Barkin prévient que si cette vérité se répand, beaucoup de gens voudront peut-être explorer les champs enneigés, y compris l'empereur, ce qui serait un véritable chaos. La jeune femme dit à Luke Barkin de ne pas trop s'inquiéter. L'Église du Soleil s'occupera de l'empereur et gardera secrète l'origine du barbare. Le seigneur se demande si tous les barbares du désert de glace sont comme notre héros, mais la femme répond par la négative, sans quoi ils auraient conquis le monde depuis longtemps. Il y a d'autres barbares dans le monde. Ce sont de bons combattants, mais ils sont un peu simples d'esprit. Mais si d'autres personnes aussi puissantes que notre héros étaient tout aussi intelligentes, la situation serait chaotique. Barkin remarque qu'en effet, le roi des barbares semble très différent, doté à la fois d'intelligence et de force. Aqua n'a rencontré le roi qu'une seule fois, mais confirme qu'il est différent. Barkin pense que ce serait tout un spectacle de les voir se rencontrer, mais elle n'est pas de cet avis. En gros, les barbares ne s'entendent généralement pas bien avec les serviteurs des dieux. Alors, voir la puissance d'un barbare augmenter à ce point est une affaire sérieuse pour l'inquisitrice. Barkin demande si elle avait besoin de le voir seul à cause de la révélation, mais elle explique qu'elle voulait juste confirmer si notre héros était 100% humain ou autre chose se faisant passer pour tel. Et juste au moment où elle s'apprête à parler de la révélation au Seigneur, l'auteur de l'histoire nous la cache encore. Mais à en juger par l'expression du Seigneur, c'est du sérieux. Barkin invite notre héros à prendre le thé et lui demande s'il va bien. Catal explique qu'il vit plutôt bien, grâce au noble, et veut savoir pourquoi il a été convoqué maintenant. Le Seigneur a quelque chose à lui annoncer. Mais d'abord, il le remercie de s'être occupé de la liche, disant que cela aurait été une catastrophe sans le héros, et s'excuse en expliquant que l'exploit du barbare ne peut pas être rendu public. Si cet exploit parvient aux oreilles de l'empereur, il décidera probablement d'agir. Catal s'en fiche de toute façon, mais le Seigneur explique qu'il a au moins préparé une récompense pour avoir sauvé la région. Devant le garçon, l'un des serviteurs du Seigneur dépose un sac en cuir. Luke explique que ce n'est pas n'importe quel sac en cuir. Catal ramasse le sac, et l'homme lui dit de l'ouvrir. Bref, c'est un artefact conçu pour stocker divers objets dans une dimension de poche. Le barbare est surpris car c'est un artefact magique, le premier qu'il ait jamais vu. Selon le Seigneur, même des objets plus grands que l'ouverture du sac peuvent y être stockés. En entendant cela, le barbare décide de le tester immédiatement avec sa hache. Et même si ça n'a pas l'air de rentrer, l'objet est instantanément aspiré. Pour ressortir la hache, il suffit de mettre la main dans le sac et de penser à l'objet. Catal est très content de ce cadeau. Le Seigneur est plus soulagé de voir la joie presque enfantine du garçon face à ce cadeau. Maintenant, dans l'esprit du Seigneur, le problème dont il doit encore se soucier, ce sont les frontières. Des êtres des zones démoniaques s'échappent comme si quelque chose n'allait pas dans le monde, et tout semble lié à la révélation. Maintenant, nous allons enfin découvrir ce que l'oracle a dit. En gros, un grand mal va s'abattre sur la terre et se répandre à travers le monde. Le territoire de Barkin compte plusieurs villages reliés entre eux, qui restaient en contact jusqu'à ce que l'un d'eux cesse de répondre. Après un jour sans contact, des gens sont allés vérifier et ne sont jamais revenus. Les gardes envoyés par le Seigneur ne sont pas revenus non plus, et c'est là que le Seigneur a finalement réalisé que quelque chose d'étrange se passait. À la guilde, Rosa explique qu'il y a une demande de mission urgente aujourd'hui venant du Seigneur lui-même pour aller vérifier le village qui ne donne plus de nouvelles. Selon la réceptionniste, la requête est simple, mais la récompense est plutôt substantielle. Et à cause de ça, Catal accepte, ce qui ne surprend absolument personne. Nous avons un groupe qui attend près des portes de la ville, incluant la Clairet. Notre héros s'approche et salue la fille, qui le reconnaît à peine dans les beaux vêtements neufs que le tailleur a confectionnés. Catal explique que les anciens étaient usés, ce qui est un mensonge, puisqu'on sait qu'il a seulement demandé de nouveaux vêtements pour que plus personne n'ait peur de lui. La fille est même impressionnée par le design, et le barbare explique qu'il l'a dessiné lui-même. Elle demande si Catal a aussi accepté la mission, et le barbare répond que oui, car il était intéressé. Notre protagoniste s'enquiert d'Alessandro, le paladin, et de Kaisan, le voleur. Mais la Claire explique que comme c'est une quête affichée, ils ont très bien pu refuser. Le barbare regarde autour de lui et dit qu'il y a moins de monde que prévu pour une requête si simple avec une grosse récompense. Notre protagoniste s'imaginait qu'il serait au moins 10. Et dit que c'est parce que ça a l'air dangereux. La requête est peut-être simple, mais la récompense est trop élevée pour un niveau de complexité aussi bas. De plus, des rumeurs disent que même les gardes qui y sont allés ne sont pas revenus. Malgré tout, cela semble trop peu au goût de Catal, et la Claire pense que c'est à cause d'une autre rumeur en montrant du doigt une figure bien connue des aventuriers. C'était Aqua, l'inquisitrice. Aqua est la chasseuse d'hérétiques au nom du dieu du soleil, et elle accompagnera les mercenaires dans cette mission. C'est pourquoi peu de mercenaires risqueraient de s'approcher d'elle, de peur de se faire arracher la tête. Catal dit que la fille est plutôt calme et gentille, et qu'il lui a déjà parlé, traitant la femme presque comme une amie. Elle ne sait pas comment réagir à ça et reste en retrait, un peu abasourdie. Notre héros salue Aqua, et la fille, froide comme la pierre, répond qu'elle ne se souvient pas être devenue amie avec le barbare. Mais Catal répond simplement, eh bien, et si on devenait amis à partir de maintenant, alors ?
Mais l'inquisitrice est préoccupée par le fait que la clerc vénère une autre divinité, Colossia, la déesse du mensonge. Le gris le confirme, et Aqua a l'air perplexe face à la présence de la clerc, car techniquement, les fidèles de Colossia devraient être dans une période de repos en ce moment. Durant une telle période, seul quelqu'un de haut rang serait autorisé à se promener, mais elle rejette cette idée, disant qu'elle a peut-être simplement tort. Le capitaine des gardes salue le groupe, et notre héros est content de le voir. L'homme va droit au but et souhaite la bienvenue à tous les aventuriers qui ont accepté la requête. Alors que le groupe marche ensemble, notre revenant commente qu'on a presque l'impression qu'ils vont affronter un raid. Il décide de demander à Aqua si sa présence a un rapport avec la révélation divine. Prise par surprise, la fille répond simplement qu'elle ne peut rien dire. La divinité n'a pas donné de date exacte. Donc, même s'il peut s'agir d'un village ayant vraiment perdu le contact, il y a toujours une chance que le grand mal se soit abattu sur la terre. Le groupe arrive au village, mais à la surprise du héros, l'endroit semble désert. C'était l'entrée du village, donc ça n'avait aucun sens. Le capitaine des gardes demande ce qu'en pense Aqua, mais la fille ne ressent rien venant de là-bas, poussant le capitaine à se demander si les gens se sont simplement enfuis. L'ordre du garde est de se disperser et de chercher des indices, façon Scooby-Doo. Toute la population d'un village s'est simplement volatilisée du jour au lendemain. Pour le garde, il est impossible de ne pas laisser la moindre trace qui pourrait servir d'indice. Après avoir cherché un moment, le PNJ blond trouve de la nourriture sur une table et appelle le capitaine. Le soldat dit qu'ils ont pu la laisser derrière eux en fuyant, mais la petite blonde explique que la nourriture est encore chaude, comme si elle venait d'être préparée. Et en effet, le plat semble encore fumé. Ce qui est étrange, c'est que la communication avec le village a été perdue il y a plusieurs jours. De plus, beaucoup de personnes ont été envoyées sur place sans jamais revenir. Il ne semble pas non plus y avoir de traces d'une fuite précipitée, d'une lutte ou de personnes se cachant. Comme rien de tout cela n'a de sens, l'ordre du capitaine est de continuer les recherches pour l'instant. Dans tout le village, il y a des signes de vie, mais aucun signe d'humain nulle part. Quel que soit le groupe de recherche, les rapports sont toujours les mêmes. Des preuves que des gens étaient là il y a quelques secondes à peine, mais aucune trace de vie. Le capitaine demande si Aqua a une interprétation différente de la situation, mais même l'inquisitrice ne sait pas ce qui se passe. Il demande à notre protagoniste, mais il n'a encore vu ni ressenti personne non plus. Cette absence totale d'indices rend l'homme fou, alors notre héros a l'idée de demander à l'autre personne qui les observe. Ouais. Notre héros a remarqué la présence de quelqu'un de différent dans le groupe et n'a rien dit. Le garde fait le lien et remarque bel et bien une femme qui n'était pas là auparavant. La fille sourit et demande comment elle a été remarquée alors qu'elle se camouflait si bien. Catal répond juste, « Tu pensais que je ne remarquerais pas une inconnue apparaissant de nulle part ?» La fille trouve ça amusant et répond que normalement il ne devrait même pas remarquer sa présence du tout, soulignant que même l'inquisitrice du dieu du soleil ne s'est aperçue de rien. Cette femme regarde notre héros et réalise qu'il n'a pas encore éveillé son pouvoir arcanique. Souriante, elle trouve le barbare intéressant. Le garde ressent quelque chose d'effrayant et ordonne à tout le monde de s'écarter. Aqua reste immobile, terrifié, incapable de ressentir la présence de la femme. Et si même maintenant, alors qu'elle est juste là, l'inquisitrice de l'église la plus puissante de l'existence est incapable de détecter cette présence. Cela ne peut signifier qu'une chose, cette femme est au-delà du démoniaque ou possède un niveau de puissance malveillante totalement absurde, dont il est impossible de détecter la présence. La femme commence à fondre, changeant de forme, disant qu'elle aurait aimé pouvoir les suivre pour voir le domaine. Mais elle admet tout en se transformant que le barbare est amusant. Des cornes noires émergent des cheveux de la fille, et sa transformation s'achève, révélant qu'elle est une